C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver ici. Donc 217e jour de l'invasion généralisée russe de l'Ukraine, mais aussi, là pour le coup on a perdu le compte, on est bien engagé dans la 9e année de la guerre que la Russie mène contre l'Ukraine. Et donc ce soir, on va s'interroger évidemment à toutes ces questions de la défaite annoncée à la contre-offensive et aussi s'interroger sur ce qui pourrait définir une victoire, ce qui pourrait véritablement achever cette guerre. Mais avant de commencer, Xavier a un message à faire passer. Oui, car sur ma chaîne YouTube, cette vidéo sera rediffusée et toutes les vidéos sur ma chaîne qui parlent de l'Ukraine, il y a des sponsors et la totalité des sponsors sont reversés à des associations et donc aujourd'hui ce sera United 24. Et donc le sponsor aujourd'hui c'est Pinecone. Pinecone, c'est une application en ligne grâce à laquelle on reçoit à domicile des produits à tester ou même des services, des abonnements en ligne, des spectacles et ensuite on reçoit des questionnaires auxquels il faut répondre et chaque réponse qu'on va donner va réellement être rémunérée. Donc ça nous fait gagner des cadeaux, des places de cinéma, des abonnements. Le service, il est super simple à utiliser. Il y a une application, on remplit simplement les questionnaires, qu'on soit chez soi, à la maison, dans les transports, on peut s'en servir vraiment n'importe quand. Et au fur et à mesure qu'on va répondre aux questionnaires, on va gagner de plus en plus de cadeaux. Pinecone n'est accessible qu'en suivant le lien qui est en description de cette vidéo. Donc foncez, recevez des produits à domicile, testez-les et ensuite vous aurez encore plus de cadeaux. Allez, on retourne à l'Ukraine. On va rester avec vous, Xavier, pour parler en fait de l'actualité chaude. Donc l'actualité chaude, Nord Stream, on va peut-être le garder pour les questions après la conférence. Là, il me semble que l'objet de la discussion, ça va vraiment être de s'intéresser à la situation sur le terrain, à la situation militaire et à la situation stratégique. Donc première question, finalement très basique, mais en même temps assez complexe. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur le terrain? Alors, si on reprend simplement le dernier mois, merci d'avoir mis cette carte. On voit qu'il y avait une situation qui était relativement figée avec les Russes qui n'avaient progressé que 2000 km² en cumulant les mois de juin, de juillet et d'août. Ce qui est très faible par rapport, par exemple, au mois de février, ils avaient pris 39 000 km en une semaine. Donc on a une progression qui est quasiment stoppée à ce moment-là, d'où le terme qu'on utilise tous depuis le mois de mars-avril, où on prédit cette fameuse croisement des courbes. Le croisement des courbes, c'est le moment où l'armée russe ne sera plus en capacité, en domination suffisante pour continuer à progresser. Et donc, le moment où la Russie ne progresse plus, c'est qu'il y a un croisement des courbes. Si la Russie continue à subir une attrition, à perdre des armes, à perdre du matériel, et qu'en face, l'Ukraine continue à percevoir des équipements de plus en plus importants, elle va être à un moment en capacité de dominer et donc de reprendre du territoire. Ça fait des mois que l'Ukraine annonce qu'ils vont réattaquer du côté de Kherson. Donc c'est le côté rive droite du Dniepr, tout en bas à gauche. Et à ce moment-là, on avait des milliers de soldats russes, parmi les meilleurs qui restent dans l'armée russe, bien équipés, qui se sont accumulés pour atteindre 25 000 hommes dans cette poche autour de Kherson, pour protéger cette zone d'une éventuelle offensive. Cette offensive, elle a eu lieu tout à la fin du mois d'août, et donc on a eu une attaque de la part des Ukrainiens qui était relativement importante, qui a été préparée depuis quasiment à la fin du mois de juillet, en essayant de couper les approvisionnements au profit des soldats russes qui seraient du coup dans la région de Kherson. L'intérêt, c'est de commencer à engager des combats, parce que derrière, ils auront du mal à avoir des renforts et à avoir du matériel et des équipements et des munitions, etc. Mais la chose qu'on n'avait pas réellement vu venir, parce qu'il n'y avait pas eu de préparation, Kherson, on avait vu des centaines de missiles HIMARS qui avaient détruit des centres de dépôt, des munitions, etc. Du côté de Kharkiv, il y avait eu un seul tir sur la totalité du mois d'août. Donc, on n'a pas vu ce côté-là. On avait vu, pour ceux qui suivent vraiment, effectivement, il y avait des équipements un peu plus modernes qui arrivaient, il y avait des relèves de troupes fatiguées par des troupes fraîches. Mais c'est là que ça a attaqué. C'est là que ça a avancé, et c'est là que le dispositif russe s'est réellement effondré. Pour la première fois depuis le début de la guerre, il y a eu un dispositif militaire qui n'a pas été en mesure de se replier. Quand les Ukrainiens reculaient, ils reculaient, ils avaient pertes, ils perdaient des hommes, ils perdaient du matériel, mais le dispositif restait quand même relativement organisé. Ils avaient le temps de poser des mines, leur centre de commandement n'était pas pris. Les Russes, c'est exactement le contraire. On a réellement vu la dislocation totale d'un ensemble militaire dans lequel les centres de commandement ont été pris. Ça veut dire également tous les documents, par exemple pour le cryptage, c'est pas français d'ailleurs cryptage, mais tous les éléments de communication, tous les éléments du matériel neuf, encore dans son emballage, avec le mode d'emploi pour les drones, etc.
des centaines de matériels lourds qui ont été pris, qui ont été capturés de la part des Ukrainiens à ce moment-là. Et donc c'est là qu'il y a eu cette offensive. Et c'est là que vous avez, on remercie encore une fois Map Invasion qui nous a fait cette superbe carte spécialement pour nous ce soir. La zone en haut à droite qui est en bleu, c'est la zone qui a été reprise. Toute la région de Kharkiv a été reprise à cette occasion. Donc on avait clairement un ascendant qui a été pris. C'est la première grande défaite militaire pour un des deux camps depuis le début de la guerre qui est arrivé à ce moment-là. La question c'est, est-ce que les Russes vont réussir à reconstituer une ligne de défense ? Et les barrières naturelles, on peut imaginer que ça va être les rivières. Donc typiquement, il y avait la rivière Oskil. Donc les Ukrainiens ont avancé jusqu'à la rivière Oskil et on se disait, allez, les Russes, ils vont réussir à se reconstituer. Donc là, on voit bien la ligne qui est juste à l'est de Kupiansk. D'ailleurs, on voit bien les lignes d'approvisionnement qui passent toutes par Kupiansk. Le fait de reprendre Kupiansk rend difficile l'approvisionnement pour tout le front russe, parce que tout arrivait du nord de la ville de Belgorod. Et donc maintenant, il y a un détour de 300 km pour arriver à alimenter le front. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à avancer? Est-ce qu'ils vont réussir à continuer? Est-ce que c'était un effet de surprise? Et la réponse, en plus il y a eu une accélération depuis 48 heures, oui, les Ukrainiens ont réussi à prendre pied de l'autre côté d'Oskil quasiment dans les jours qui ont suivi l'arrivée sur cette frontière naturelle. Donc ils avaient réussi à prendre pied. Les contre-offensives russes n'ont pas réussi à les enchasser. Ils ont continué à avancer, mais désormais ils ont continué à avancer, même encore plus loin. Et il y a vous voyez la ville de Liman qui est en bas? Il y avait beaucoup de combats autour de Liman. Il y a beaucoup de combats qui se font autour de Lysychansk, ce qui a permis de fixer un certain nombre de soldats russes, d'équipements russes, et ils sont restés sur place. Ce qui fait que les Russes n'ont pas pu envoyer les renforts nécessaires dans le nord. Eh bien, ça paye depuis 48 heures, et il y a maintenant des nouvelles avancées qui font que Liman, a priori, est encerclé. Et même la dernière ligne de retrait pour les Russes qui sont dans Liman est à portée de tir de la part des Ukrainiens. Donc d'ici 48 heures, on peut dire que Liman sera totalement encerclé, avec plus de possibilités de ravitaillement, et donc, encore une fois, des centaines, peut-être des milliers de soldats russes qui vont être prisonniers dans cette zone. Donc là, c'est les infos qu'on a aujourd'hui, à confirmer d'ici 48 heures, mais c'est quasiment acquis. Merci beaucoup. Cédric, je me tourne aussi vers l'historien militaire que vous êtes, parce qu'il y a beaucoup d'observateurs qui disent que cette contre-offensive dans le nord-est, elle entrerait dans les livres d'histoire militaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est exagéré? Est-ce que ça fait partie de tout cet engouement du narratif? C'est moi, c'est toi? Ouais. Vous m'entendez? Oui. Alors, pourquoi l'histoire n'est pas finie, donc avant d'écrire un livre d'histoire, c'est bien de connaître au moins la fin du chapitre, voire la fin du livre, donc c'est un peu tôt. En revanche, si vous voulez, il faut revenir quasiment au début. Le 24 février, lorsqu'on regarde la conception du plan russe tel qu'on pouvait le connaître le 24 février, on se rend compte qu'il vise une décapitation politique du régime ukrainien par une opération aéroportée. Ils nous refont le coup de Kaboul en 1979, mais il vise aussi une invasion très large, c'est-à-dire qu'au mépris de leurs règles d'engagement classiques, qui est le principe de la concentration des forces, puisqu'au contraire, ils envoient des forces le plus loin possible, en contournant les bouchons d'arrêt. Et donc cette configuration-là, pour des gens qui sont censés et qui planifient une opération, il n'y a qu'une seule configuration historique dans laquelle vous êtes, où ce type de manière d'opérer peut être efficace, c'est une poursuite. Donc c'est au moment où vous êtes face à un ennemi déjà vaincu, qui est sur le recul, et vous cherchez à apparaître partout, à prendre le plus de gages de terrain, à le disloquer, à le poursuivre l'épée dans les reins, comme diraient les hussards de Napoléon, pour le basculer et le faire passer en déroute. Donc, l'analyse de ces deux éléments, avec le troisième qui était la surprise stratégique et militaire qu'ils ont obtenue, grâce à des techniques qui sont maîtrisées depuis très longtemps dans l'histoire militaire. Pour tout vous dire, c'est la technique du volcan éteint. C'est-à-dire quand vous avez une grande concentration détectée par tout le monde, il faut multiplier les alertes jusqu'à ce qu'à la fin, quand vous attaquez réellement, vous parvenez quand même à me prendre par surprise.
Le cas le plus célèbre de volcan éteint, c'est le débarquement du 6 juin 1944. Avril et mai, il n'y a eu que des alertes. Et en juin, c'est le moment où ils disent, bon, on est fatigué, des alertes, de toute façon, il y en aura trop. En plus, c'est marée basse, ils n'iront pas. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils se sont fait surprendre. Donc, l'analyse le 24 février au soir, c'est soit ça marche dans les 48 heures, soit ils sont très mal parce qu'ils n'ont pas de plan B. Voilà. Alors, c'est facile de l'écrire aujourd'hui. Bon, il se trouve que je l'ai écrit le 24 février au soir. Hein, donc, voilà. Mais c'était quelque chose de très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est confronté à un régime dictatorial où il est très difficile de se remettre en question. C'est-à-dire que le rétexte est très compliqué. Parce qu'on a beaucoup dit que les dictatures étaient plus efficaces que les démocraties. Un certain nombre de personnes y croient encore. En réalité, non, elles le sont moins. Parce que dans une dictature, on ne peut pas critiquer les décisions du dictateur. Donc, le retour d'expérience et les changements de plan sont toujours plus compliqués. Donc, on s'est rendu compte que tout le mois de mars, ils se sont obstinés à faire la même chose. Et en allant de mal en pis, parce qu'aujourd'hui, d'après les travaux, on a sous-estimé l'impact des pertes des 15 premiers jours. C'est-à-dire que les forces ukrainiennes ont infligé des pertes exceptionnellement élevées, concentrées sur les unités les meilleures, et donc ça a complètement émoussé la lame que constitue l'institution militaire et l'armée russe à cette époque. Et ces pertes, on sent encore les conséquences systémiques aujourd'hui quand on regarde fonctionner l'armée russe. Donc, ils se sont retirés, et là, les Ukrainiens tentent, rappelez-vous, les contre-offensives dans le saillant d'Irpin, au moment où ils se retirent, on est fin mars, début avril, et les Ukrainiens ne parviennent pas à encercler, à empêcher ce repli et ce repositionnement vers le Donbass. Ensuite, dans le Donbass, ils ont fait la même chose qu'en Syrie, c'est ce qui me permet de le dire, puisque d'ailleurs c'était les mêmes, Dvornikov, Zitko, c'était les mêmes chefs qu'à Alep. Donc ils ont fait la même chose en utilisant le poids, et comme le disait Xavier, on a vu à un moment donné ces efforts qui s'épuisaient, c'est-à-dire que le point culminant étant atteint dans toute offensive, après chaque effort supplémentaire produit de moins en moins d'effets. Donc pour maintenir un même niveau d'avance, il faut rajouter encore des efforts. On a quand même une séquence très importante, ne l'oublions pas, d'une grande tension du côté des unités ukrainiennes qui étaient soumises à un poids d'artillerie extraordinairement important. Vous avez des positions autour du front de Donetsk qui n'avaient pas bougé depuis 2014, qui se sont fait littéralement écraser. C'est-à-dire que c'est des tonnes d'explosifs au mètre carré, à Pisky notamment, avec des unités, des bataillons d'unités ukrainiennes qui ont été intégralement détruits, mais physiquement. C'est-à-dire que c'est très dur. C'est l'époque des pétitions, rappelez-vous, les soldats ukrainiens s'adressaient au président Zelensky en disant on veut des armes lourdes. Sauf que les Européens, enfin les Occidentaux, ils sont tous Européens, mais les Occidentaux n'en livraient malheureusement pas suffisamment en termes de volume. Là, début mars, à partir du moment où il y a ce changement de braquet, on se dit que l'armée ukrainienne est en capacité de gagner si nous la soutenons. Et donc le vrai point de gravité, il est double désormais, il est à la fois sur le terrain, et ce qu'accomplissent les unités ukrainiennes est exceptionnel à ce niveau-là. Donc oui, ça restera dans les livres d'histoire d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, l'autre point de gravité, ce sont les opinions publiques occidentales. Et aujourd'hui, depuis la fin août, nous sommes tous l'objet, la cible d'une offensive informationnelle délirante, avec des moyens délirants, et une passivité, voire une impunité des pouvoirs politiques, notamment en France, que je ne cesse de dénoncer. Alors pour revenir sur cette opération, au moment où se croisent les courbes, c'est tout l'été en fait que l'armée russe et l'armée ukrainienne luttent pour l'initiative. L'initiative, pour utiliser une image sportive, c'est celui qui a le ballon. On ne peut pas gagner un match si on n'a pas l'initiative. Jusqu'à présent, c'est l'armée russe qui décidait où et quand se déroulaient les combats. C'est elle qui relançait les offensives et l'armée ukrainienne ne faisait que parer de manière brillante dans des manœuvres défensives. 3 éléments permettaient de conditionner, les 3 conditions d'une victoire ukrainienne étaient à l'époque les suivantes, telles que nous avons été plusieurs à le dire. 1, il y a la problématique de la supériorité de la défense sur l'attaque. C'est-à-dire que les moyens militaires font qu'à chaque fois que vous voulez attaquer, vous exposez, et les pertes sont tellement importantes avec les munitions précises
guider et les cadences de tir et le volume de feu que souvent, voilà, il y a un problème. L'attaque est en infériorité par rapport à la défense. Donc il faut trouver une solution pour régler cette équation tactique auquel sont confrontés les Russes comme les Ukrainiens sur le terrain. Deuxième chose, il y avait un problème d'initiative. L'armée ukrainienne ne parvenait pas à saisir l'initiative. Et troisième chose, il y a un problème de leadership du commandement. Et c'est vrai qu'on n'arrivait pas à voir, suite aux échecs. Rappelez-vous la contre-offensive à Kharkiv qui avait fait faux bond à l'époque. C'est-à-dire que la manœuvre défensive était très bonne. Il n'y a qu'à voir la résistance exceptionnelle de Mariupol. Mais en termes de manœuvre offensive, on sentait qu'il y avait comme un plafond de verre que le commandement ukrainien ne parvenait pas à franchir. Alors, on a déjà été confronté à ce même type de configuration. Il suffit de regarder l'évolution de l'armée croate face à l'armée serbe à la fin du conflit dans l'ex-Yougoslavie, où vous avez l'acquisition d'une compétence de manœuvre offensive avec les offensives de la Krajina de 1994-1995 qui infligent des déroutes complètes aux armées serbes qui avaient tout gagné jusque-là militairement et donc qui permettent d'ailleurs d'accélérer la paix. Sauf que les Croates ont mis des années, là où les Ukrainiens manifestement ont acquis cette compétence depuis des mois, parce que l'enchaînement depuis fin août entre Kherson et Izium, moi je préfère parce que Kharkiv c'est quand même plus un repli volontaire, alors on dit Kherson, Kharkiv pour faire les deux cas, c'est plus joli à l'oreille sûrement, mais en réalité c'est une offensive à Izium. Alors pourquoi Izium? C'est la même configuration tactique que Kherson, ils sont dos à une rivière et ils forment un saillant. Donc toute personne qui, doté d'un minimum de jugeote et de recul, il disait ça risque d'être là, qu'ils vont faire la même chose, sauf qu'ils vont le faire de manière complètement différente. Et donc aujourd'hui, l'armée ukrainienne a démontré qu'elle maîtrisait l'offensive systémique, façon alliée en Normandie par exemple, mais aussi l'offensive blitzkrieg, façon alliée. C'est-à-dire qu'ils ont fait à la fois l'offensive de Montgomery devant Caen, et en même temps la percée d'Avranches de Patton. Vous voyez, donc ils ont fait les deux. Donc là, pour le coup, ils ont démontré par les faits qu'ils maîtrisaient cet élément-là. Alors, rétablissement sur le skill ou pas? Dès le début, j'ai écrit, c'est un peu compliqué, parce qu'ils ont tout de suite saisi des têtes de pont. Kupiansk, dès le début, ils ont pris l'autre rive. Et puis surtout, ils ont manœuvré par le sud. Sachant que là, nous sommes aujourd'hui dans une configuration inverse de celle de l'offensive de début septembre. Donc à partir du 6 septembre, à Balaklia, vers Bivka, de mémoire, directement au nord de Balaklia, et puis ensuite jusqu'à Kupiansk. Ouais, la première percée. Voilà, pour la percée. Qu'est-ce qui s'est passé le 6 septembre? Il s'est passé quelque chose qui a surpris, je pense, même les Ukrainiens, en tout cas les observateurs ont été surpris. L'armée russe a tout de suite retraité très vite et très largement. Ils ont évacué toutes les positions, y compris au nord de Kharkiv, positions qui n'étaient pas menacées directement par les opérations. Ils avaient besoin d'hommes pour reconstituer un front. Ils ont tout replié. Et replié très vite. Ils ont replié très vite aussi. Donc il y a eu quelque part un encerclement raté. Enfin bref, ils ont perdu beaucoup de matériel. Ils ont perdu surtout la confiance en eux. Le moral, c'est important. C'est un facteur essentiel dans les combats. Mais ils ont replié très vite. Et pourquoi est-ce qu'ils ont replié? Parce qu'il y a eu une feinte sur Liman à l'époque déjà. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dès le 7 ou le 8 septembre, on parle d'une attaque au sud par Liman. Et donc ça a fait peur au commandement, et donc ils ont replié. Et là maintenant, dans la configuration inverse, alors qu'ils devraient se replier, ils refusent de se replier. Alors, il y a des rumeurs selon lesquelles l'ordre de tenir et de cesser tout repli viendrait directement du Kremlin. Bon, alors je ne suis pas dans le secret des dieux, d'ailleurs vous n'aurez pas d'informations, mais on est en tout cas sur un micromanagement qui n'est jamais bon, parce que, et là encore, vous voyez l'opposition entre l'armée ukrainienne qui, depuis l'invasion du 24 février, a été beaucoup dans la décentralisation, parfois même un peu trop, c'est-à-dire que c'était les commandements locaux, territoriaux qui géraient, Soumy, Tcherniv, c'est très décentralisé, il n'y a pas de manœuvre générale, on gère au plus près des gens qui sont capables de juger de la situation sur le terrain, on leur laisse une autonomie. Et bien à l'inverse, côté russe, ils vont encore plus dans l'excès de centralisation, puisque désormais toutes les décisions de repli sont validées au plus haut niveau à Moscou et peut-être même à Sotchi, selon certaines rumeurs, je le répète, qu'on ne peut pas confirmer. Donc je ne me prononcerai pas sur ce qui va se passer, parce que si les Russes sont capables de lancer 20 à 25 000 hommes d'un coup, évidemment que ça va s'arrêter. Est-ce que les Ukrainiens ont les réserves pour continuer à exploiter
des configurations comme ça sur la carte, là, ça peut tenir aussi. Hein. Je veux dire, à Verdun, on s'est accroché, on a tenu, et je peux vous dire que le front, à la fin, c'était vraiment que des saillants et des semi-encerclements, donc il faut être prudent. En attendant, ce que l'on constate, c'est en effet une nouvelle accélération qui est liée à une nouvelle manœuvre très intéressante de l'armée ukrainienne qui a contourné l'obstacle tout en maintenant la pression. C'est-à-dire que ce qu'ils ont fait entre Kherson et Izium, et bien maintenant ils le font entre Kupiansk et Liman. Et donc, et puis actuellement, alors c'est Oskil, hein, parce qu'ils sont vraiment passés ils sont passés le long de l'Oskil, à Oskil même. Ils se sont vraiment infiltrés. La percée s'est faite le long de la rivière. Oskol ou Oskil, excusez-moi pour la prononciation, je ne suis absolument pas ukrainophone. Donc voilà. Mais donc pour répondre à votre question, oui, quoi qu'il arrive, ça va être étudié dans les écoles militaires, croyez-le bien. Merci beaucoup. Ce qu'on a compris, c'est que les Ukrainiens avaient quand même une certaine capacité de résilience et une certaine capacité d'adaptation. Et aussi une capacité de s'approprier les armes livrées par les Occidentaux. Alors peut-être une question pour vous, Xavier. Est-ce que ces succès tactiques, si ce n'est stratégiques, que l'on voit maintenant ces dernières semaines, est-ce que c'est plus dû aux Ukrainiens eux-mêmes ou aux armements occidentaux qu'on leur livre ? De toute façon, les Ukrainiens n'auraient rien fait avec du bon matériel occidental s'ils n'étaient pas ultra motivés, très efficaces, bien organisés, avec un commandement idéal. Il y a, chez les Américains, c'est rigolo parce que toujours ils ont des capacités à mettre des notes. Et en fonction du matériel militaire que possède un pays, il y a une note qui va de 1 à 10. Ben, les Ukrainiens ont eu 12. C'est-à-dire qu'ils ont eu une qualification de leur capacité militaire qui était supérieure au matériel qu'ils possédaient. Parce qu'ils ont mis en œuvre tous les moyens disponibles, y compris des moyens civils improbables, balancer des petites munitions avec des drones civils qui a fait des centaines de morts aujourd'hui, qui a détruit des dizaines et des dizaines de véhicules. Donc, ils ont leur matériel de base. Accessoirement, on a passé aujourd'hui les 2000 véhicules russes capturés. Détruits, on est à plus de 6000, mais capturés. L'armée ukrainienne, le premier fournisseur de l'armée ukrainienne, loin devant les Américains, ce sont les Russes aujourd'hui, avec plusieurs centaines de chars, plus que les Polonais. Donc on est sur une armée qui reste dans sa masse globalement soviétique, post-soviétique et russe. L'immense majorité du matériel qui a été donné aux Ukrainiens, la réalité c'est que c'est quand même du matériel soviétique modernisé. On a donné 20 pièces d'artillerie. Alors les M777, il y en a un petit peu plus. Il y a certains équipements qu'on a donnés en plus grande quantité. Mais on a quand même donné que des échantillons de matériel occidental. Le HIMARS, le fameux HIMARS, qui était cette arme stratégique qui a fait la différence, réellement elle a fait la différence, ils en ont 16. Les Américains, ils en ont plus de 500. Il y en a encore quelques centaines en Europe. Donc, vous voyez ce qu'ils ont réussi à faire avec 16 ? Ils n'ont pas de chars occidentaux. Les canons César, quand même, il n'y en avait pas tant que ça dans l'armée française. Oui, alors on n'aurait pas pu en donner 200 de toute façon, hein, la question ne se pose pas. Ouais. Mais oui, effectivement, les 18 canons César qu'on a donnés ont fait la différence. Et d'ailleurs, les Ukrainiens le disent, c'est les meilleurs canons qu'on a pour l'artillerie aujourd'hui. Donc tant mieux. Et c'est grâce à ça, encore, pardon de vous interrompre, c'est grâce à ça qu'ils ont repris l'île des Serpents. J'étais à Kiev il y a 2 semaines et le ministre de la Défense a bien confirmé que c'était des Césars qui avaient fait le job. Parce que les Russes qui s'étaient installés sur l'île des Serpents n'avaient pas de système de défense contre de l'artillerie. Ils avaient des systèmes antiaériens accessoirement complètement défaillants. Alors ça aussi, c'est une grande surprise. Moi, j'écris dans Air et Cosmos, le matériel russe, je l'encense depuis des années. Il est génial, ce matériel russe, jusqu'à ce qu'on s'en serve. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à convaincre des pays comme la Turquie d'acheter des systèmes de défense aérien S-400 au prix de se fâcher avec tout l'OTAN, de se faire expulser du programme d'avions de 5e génération F-35, 2,4 milliards de dollars par exemplaire, et c'est une passoire. Il y a tout qui passe. Donc il y a aussi, effectivement, on a donné du matériel qui, de mon point de vue, est étonnamment efficace, à cause notamment de l'incapacité des systèmes russes à répondre. Les drones, la guerre des drones, les Russes l'ont complètement perdu. Il n'y a pas de drone équivalent au Bayraktar vraiment efficace et massifié. Les Inulets, ils en ont quoi ? Ils en ont 5, 10 ? Enfin bon, je ne vais pas faire la liste des drones qu'ils ont déployés, mais
les Russes ont du retard. Quand on voit, je vous parlais tout à l'heure des petites munitions qui tombent, mais la précision qu'ont acquis les Ukrainiens dans le largage, parce qu'ils font maintenant de l'impression 3D sur des queues pour que ça tombe plus à la verticale, les Russes, on les voit encore mettre des grenades dans des gobelets en plastique pour essayer que ça tombe droit. On voit des images comme ça, et ils s'en vantent et ils les partagent sur Internet. C'est pas très très glorieux. Donc très clairement, le matériel occidental a fait la différence. La volonté des Ukrainiens, c'est elle qui fait la victoire, avec le matériel massif qui reste quand même globalement une armée soviétique post-soviétique. Juste pour compléter, une arme n'est rien, hein. C'est comme une citadelle, une muraille n'est rien, ce sont les défenseurs, c'est la garnison qui fait tout. Donc la guerre est une affaire de morale avant tout, hein, le facteur moral. En revanche, lorsqu'on est déterminé, si on a les meilleures armes, c'est encore mieux. Et donc le soutien occidental, il a à mon sens eu deux impacts. Et d'où je parle de comparer la différence avec le peuple syrien qu'on a complètement abandonné à son dictateur à l'époque, soutenu par les mêmes méthodes, les mêmes crimes et les mêmes armées d'ailleurs, et les mêmes unités. Le soutien occidental, il a joué sur le moral. Moi, c'est vrai que quand j'avais des contacts avec des Ukrainiens sur place, ils disaient, est-ce qu'on parle de nous? Faites attention à l'Ukraine fatigue. À un moment donné, on parle trop de nous, donc c'est une course de fond. Donc ça a joué sur le moral, de savoir qu'on n'allait pas abandonner ce pays qui était envahi, agressé et qui luttait pour sa liberté et sa volonté de vivre pleinement son indépendance et sa souveraineté. C'est quelque chose de très important. Et c'est un petit peu nouveau parce que ce n'était pas évident. Et puis après, il a joué sur le matériel, mais comme le disait Xavier, c'est autant du matériel amélioré de l'ex-PAVA, un pacte de Varsovie, que du matériel réellement occidental, parce que livrer du matériel, ça nécessite des formations, ça nécessite toute une chaîne logistique. Il y a un débat, est-ce qu'il faut livrer des chars Leclerc? En réalité, ça serait causer plus de problèmes que d'offrir des solutions aux forces armées ukrainiennes à l'instant T, c'est-à-dire dans la situation actuelle. Elles n'en ont pas besoin. Et en plus, c'est pour dans 6 mois ou 1 an. Laissons ces expédients qui créent plus de problèmes que de solutions aux Russes avec leur mobilisation et balancer des civils 4 jours après être rentrés sous l'uniforme sur le front. Voilà, ça c'est eux. Mais nous, on est plutôt sur une démarche de dire qu'est-ce qui peut réellement aider l'Ukraine et les Ukrainiens dans leur résistance. Et je vois, il y a beaucoup de renseignements, ça c'est très important. Et puis il y a aussi ce savoir-faire, parce qu'on a un petit peu oublié, on le voit actuellement, Xavier parlait des performances surévaluées des matériels militaires des dictatures. C'est vrai qu'on commence à réécrire un petit peu les performances de tous les chiffres qui sont annoncés dans des dictatures qui contrôlent leur communication et qui cherchent à faire peur et à se protéger du grand méchant américain. Donc, le vrai sujet, c'est donc le renseignement et la formation, et notamment la formation à l'acquisition de cette manœuvre, cette capacité manœuvrière offensive, parce que je le disais, on a oublié, au-delà des fausses performances gonflées du matériel de pays, que toutes les armées ne sont pas capables de mener une offensive victorieuse dans une guerre moderne complexe, et notamment de coalition. Ça nous permet, l'échec russe nous montre que Schwarzkopf, en 1991 dans le Golfe, c'était pas gagné d'avance du tout. Or, ça nous paraissait tellement facile à l'époque, je ne sais pas quel âge vous aviez, mais bon, moi j'étais jeune, et on suivait ça, on se disait, mais c'est tellement simple. En réalité, c'était très complexe à monter. Daguet, la division française de Roquejoffre en 1991, c'était vraiment pas simple, et très peu d'armées peuvent se hisser à ce niveau. Eh bien aujourd'hui, le haut état-major ukrainien est rentré dans ce club fermé. Et ça aussi, il faut le souligner, parce que ça permet, sans se monter, la guerre est loin d'être terminée, mais ça permet d'envisager les choses plus sereinement qu'au mois d'avril et mai. Parce que, quelle différence! Imaginez la même conférence en mai ou en juin. Alors, j'aurais peut-être dit des choses assez similaires. Je vous aurais dit, il y a les 3 conditions, rien n'est perdu. Mais j'aurais peut-être été un peu moins cru, ou en tout cas un peu moins crédible. Et je ne vous cache pas que j'avais moins de sollicitations médias à l'époque. Alors même que les choses étaient déjà sous-jacentes. Vous savez, la guerre, c'est un phénomène non linéaire. Ce qui importe, c'est pas de regarder la surface
de la forme actuelle de l'iceberg, mais de regarder ce qui se passe en dessous, quel endroit va passer dans un courant d'air chaud pour renverser l'iceberg et lui faire changer de forme. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça qu'on a ces impressions de phase d'accélération et de phase de pseudo-enlisement. Il n'y a pas eu d'enlisement tout l'été, il y a eu des combats terribles. En réalité, c'était une lutte pour l'initiative. Et l'initiative a été prise de haute lutte et de haute force par l'armée ukrainienne, à l'armée russe, par une manœuvre politico-militaire d'intoxication avec Kherson, avec l'annonce le 10 juillet de l'offensive officielle par le président Zelensky lui-même. Tout le monde se disait mais il est fou. En réalité, c'était un extraordinaire coup depuis les frappes d'Haïmars fin juin, etc. Quand vous relisez les choses, vous vous rendez compte que vous avez une manœuvre de déception extraordinaire. Super. Prenons déjà rendez-vous dans 6 mois pour voir ce qu'on dira à ce moment-là. J'espère qu'on parlera de la reconstruction. Oui. Avant. Vous savez, les guerres courtes, tout le monde veut des victoires courtes, et c'est pas parce que les deux camps veulent une guerre courte qu'elle est courte. Regardez, août 1914, tout le monde se disait à Noël, on est à Berlin ou à Paris, selon Nach Paris ou à Berlin. Bon. En réalité, à l'inverse, c'est au moment où tout le monde se dit ça va s'enliser qu'on peut avoir des phénomènes de seuil, de croisement de courbes qui vont amener à des accélérations. C'est ce que je disais toujours quand on me disait mais est-ce que ça va pas s'enliser, ça va durer des années. Moi, j'ai jamais fait de prospective, et sûrement pas. C'est pas un match, c'est pas des pronostics. Il y a des hommes et des femmes qui meurent et qui souffrent actuellement. Donc en plus, il faut garder raison. Mais en revanche, je disais, vous savez, imaginez demain, Vladimir Poutine a un accident dans sa salle de bain, ça s'arrête tout de suite, on est d'accord. Et en général, c'est pas si évident que ça. Ouais, aujourd'hui, c'est le principal obstacle. Donc en attendant, ça change beaucoup de choses. Donc l'enlisement, voilà, ça reste ténu et on ne peut pas savoir. Ça peut s'enliser quand même. Il faut que l'Ukraine se prépare à une guerre longue et que nous préparions à la soutenir dans cette guerre longue, ce qui n'est pas évident. Regardez ce qui se passe en Italie et en France et ailleurs. Mais en attendant, si on passe cet hiver, on pourra y être prêt. Mais ça peut s'accélérer et voilà, c'est pas des phénomènes linéaires. La guerre n'est pas un phénomène linéaire du tout. Alors justement, Xavier, qu'est-ce qu'on peut attendre de cet hiver ? Est-ce qu'on peut attendre un enlisement ? Est-ce que on peut comprendre... Oui, d'ailleurs, tu m'avais dit ça au téléphone hier. Parce qu'on peut comprendre là, de la dernière séquence que le Kremlin a ouvert, avec ces référendums, avec cette mobilisation partielle, en gros, qui veulent consolider un espèce de glacis et attendre que le général Hiver fasse son œuvre, et que entre-temps, on forme plus ou moins, on équipe plus ou moins ces 300 000, 1 million de soldats russes, et que les Ukrainiens aient perdu l'initiative au printemps. Alors déjà, il y a une tendance qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, à avoir une armée russe qui remplace ses matériels modernisés par des équipements de moins bonne qualité sortis des réserves. On revoit des chars T-62 non modernisés de première génération. Il n'y en avait pas au début de la guerre. Donc on a du matériel qui a 60 ans d'âge, qui a été non modernisé. Il n'y a pas d'optique, il n'y a pas de blindage réactif. Ils ressortent les premiers systèmes d'artillerie, ils ressortent les T-80 version A. Donc on a structurellement une armée russe qui est de moins en moins nombreuse, avec de moins en moins d'équipements, avec des hommes de moins en moins formés. Je pense que c'est le tien, effectivement. Non ? On se le passera si tu veux. Bon. Du coup, on a structurellement une armée russe qui, jusqu'à maintenant, était sur une tendance à l'attrition, parce que cette guerre d'attrition qu'ont conduit les Ukrainiens donne des résultats. Et effectivement, on avait une armée russe de moins en moins efficace. En face, on a une armée ukrainienne qui monte en puissance parce que les levées en masse qui ont eu lieu à partir du mois de mars, avec des formations qui durent quand même plus de 3 mois, c'est pas des gars qu'on envoie au bout de 15 jours au front. Moi, au bout de 15 jours à l'armée, je suis pas sûr de savoir marcher ou pas, quoi. Là, il y en a déjà, ceux qui ont été levés la semaine dernière, il y en a déjà qui sont prisonniers. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas été, ils ont même pas eu 2 semaines. Bref. Donc, et en face, on a structurellement cette armée ukrainienne qui se renforce de par les équipements qu'elle arrive à prendre, de par les équipements qu'elle reçoit. Encore une fois, elle n'a reçu que la moitié des équipements qui lui ont été promis. Sur les 35 milliards promis, il y a à peine 18 milliards qui ont été livrés pour l'instant. Donc l'armée ukrainienne va continuer à monter en puissance. Et ce différentiel ne va faire que s'accroître avec les défaites comme celle d'Izium, comme celle qui va arriver à Kherson dans le mois qui vient, parce que j'arrive pas à croire que Kherson tienne éternellement, vu les lignes qui sont derrière, etc. Et avec la multiplication de ces offensives réussies. Donc en fait, la question c'est, le général Hiver. Le général Hiver, alors ça j'ai eu des débats passionnés avec des trolls russes sur ma chaîne,
qui me disent ouais, mais le général hiver, il va. Oui, mais le général hiver, il est bon pour celui qui se défend. Quand Napoléon ou Hitler ont voulu envahir la Russie, c'est l'hiver qui était dur pour celui qui attaque. Celui qui est en défense, il a ses lignes d'approvisionnement qui sont courtes, il a a priori des hôpitaux moins loin, il a des routes qui peuvent être un peu plus fonctionnelles, et donc l'hiver va être difficile pour tout le monde, mais risque d'être encore pire pour les approvisionnements et pour la logistique russe. Donc a priori, l'hiver peut ralentir éventuellement les mouvements, mais en termes logistiques, s'il faut faire s'effondrer une armée, c'est un bon moment pour vraiment faire s'effondrer une armée qui est loin de chez elle, loin de ses bases, et qui est en plus dans un territoire extérieur, même s'il revendique le contraire aujourd'hui. Donc, s'il fallait faire de la politique fiction, vous me rajoutez 5000 soldats prisonniers russes du côté de Kherson dans 2 mois. Vous me rajoutez des centaines de chars en moins dans l'armée russe dans 2 mois. Parce que clairement, les Russes n'ont pas d'équipement efficace à mettre en face. Ils vont mettre 300 000 hommes, vous le voyez comme moi, les pauvres soldats russes, parce que là, pour le coup, c'est des pauvres gars qui n'ont rien demandé. Ils n'ont même pas de kits médicaux pour se défendre. On leur donne des kalachnikovs rouillés. Les Tchétchènes, on les a vus monter au front dans des colonnes de véhicules civils, des 4x4. Ils n'ont même plus de blindés à leur donner. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec 300 000 hommes ? Ils vont faire une infanterie qui, à mon avis, alors ça c'est un avis tout personnel, il y a de grandes chances que ces hommes gardent les frontières russes et que les vrais militaires qui aujourd'hui gardent les frontières russes soient envoyés en Ukraine. Donc il est probable qu'il y ait quand même des vrais militaires qui puissent être dégagés de leurs fonctions où ils ne sont pas en guerre pour être envoyés en Ukraine. Donc il y aura peut-être quelques dizaines de milliers de soldats russes réellement équipés et formés qui pourraient arriver en renfort. Et donc à ce moment-là, effectivement, ça ralentirait la domination ukrainienne qu'on voit se construire, mais structurellement, je ne vois pas de moyen pour la Russie, malgré cette levée en masse, de faire face à une armée ukrainienne qui va atteindre 1 million d'hommes qui sont chez eux, qui sont motivés, qui sont de mieux en mieux armés avec le temps et qui ont l'hiver avec eux. Donc ça, c'est pour moi la perspective, elle est quand même favorable malgré l'hiver. Mais vous pouvez rajouter quelque chose, mais juste pour déjà poser une autre question quand même, il y a ces mascarades de référendum, ces parodies de référendum qui se sont tenues. Visiblement, ça va être avalisé par Poutine vendredi et ça va être voté par la Douma lundi, mardi. Et ensuite, on se retrouve évidemment avec ce chantage nucléaire. Est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Mais en tout cas, c'est une donnée à intégrer. Donc voilà, c'est aussi une question. Ça, sur le nucléaire, je suis vraiment pas spécialiste, mais les spécialistes, pour l'instant, sont beaucoup plus prudents et sereins que le commun. En revanche, je vais rebondir sur ce chantage nucléaire. Alors déjà sur l'hiver, l'hiver russe est difficile pour les gens qui n'y sont pas habitués. L'armée soviétique, dont des troupes ukrainiennes d'ailleurs, a pu mener ses premières offensives l'hiver justement contre d'autres armées. Donc déjà, aujourd'hui, on peut supposer que ce soit russes ou les Ukrainiens, ont quand même l'habitude de leur climat. La vraie saison qui peut être bloquante pour des opérations militaires modernes et mécanisées, c'est la saison des boues, la Rasputitsa, donc mars-avril, enfin mi-mars, début avril. Et actuellement, il y a peut-être un petit épisode de boue, on le voit dans les vidéos, mais ça, à l'automne, ça n'a pas trop bloqué. Et dès que ça gèle, au contraire, le sol est beaucoup plus solide et tient mieux sous les chenilles. Bon. Donc ça, c'est certain que ça va aggraver les conditions de vie des combattants sur le front, ça c'est certain, mais ça n'a jamais été réellement bloquant sur des opérations militaires pour les troupes qui ont l'habitude qui sont nées dans le pays qui connaît ce phénomène météo. J'aimerais revenir aujourd'hui sur cette question juste pour compléter, sur cette question de mobilisation. Aujourd'hui, si vous êtes à Sotchi, au Kremlin, mais plutôt à Sotchi a priori, c'est de là où il dirige, c'est d'ailleurs plus sympa que le Kremlin, je vous le concède. Quelles peuvent être vos espérances de victoire? A priori, elles ne sont plus militaires. Quoi qu'il arrive, même avec 300 000 hommes de plus, même avec 500 000, encore moins bien équipés, avec un commandement qui a montré qu'il n'était pas aujourd'hui capable de mener des opérations offensives complexes face à un ennemi qui est mieux renseigné, plus motivé, de mieux en mieux armé, mieux formé et qui est plus nombreux progressivement en termes d'unités formées. Donc militairement, vous n'allez pas gagner. Au mieux, vous pouvez espérer un pat, c'est-à-dire de bloquer un enlisement. Voilà. Mais une guerre, c'est avant tout politique.
Hein, c'est pas moi qui le dis, il y a un Allemand un peu connu qui vous le dit. Donc en réalité, si le soutien de l'Europe occidentale et des États-Unis cesse, Poutine peut espérer la victoire alors même qu'il a perdu sur le champ de bataille. Et ça ne serait pas la première fois que des guerres sont gagnées par des puissances qui perdent leur bataille sur le terrain à l'instant T tactiquement. Hein. Donc, en réalité, le vrai sujet, c'est ça. Et donc, toutes ces actions, que ce soit les référendums d'annexion, que ce soit les annexions, que ce soit la mobilisation, que ce soit les espoirs déçus d'un soulèvement intérieur, que ce soit le chantage nucléaire, que ce soit le chantage à l'énergie ou à l'arme alimentaire, toutes ces actions doivent être vues sous cette grille d'analyse-là. Aujourd'hui, il cherche avant tout à nous amener à être raisonnable pour lui en surjouant le faux dément. Hein, c'est aussi une stratégie, la stratégie du fou. Et pour nous amener à dire, bon allez, on met les pouces, on arrête, on cesse. Et également, en nous épuisant en termes de situation intérieure, et aujourd'hui nous sommes dans une configuration un peu particulière, c'est que nous sommes très fragiles parce qu'à l'intérieur, nous sommes déjà minés par des clivages qu'il n'a fait que augmenter par des actions d'influence depuis 20 ans, qu'on a laissé faire et qu'on continue à laisser faire. Alors on va me dire, oui, mais nous sommes des démocraties. Quand c'était des djihadistes qui faisaient des actions d'influence, on a su, sans remettre en question nos principes, les faire taire instantanément. J'attends du gouvernement français qu'il utilise le même arsenal qu'on a utilisé contre la propagande de l'État islamique, qui a aussi mené une guerre informationnelle en France à partir de septembre 2014, qui a tué des gens, qui a produit des effets opérationnels pour une organisation terroriste de cette nature. J'attends que le gouvernement français utilise les mêmes armes. Nous avons tout l'arsenal juridique, sans renoncer à aucune de nos libertés et de nos principes et droits fondamentaux, contre les agents d'influence d'une propagande d'un État étranger hostile. Voilà. Ça, je le dis. Alors, je ne vous dis pas que l'Ukraine a gagné, loin de là, parce que si nous nous effondrons, nous sommes aujourd'hui le maillon faible de l'Ukraine, et c'est pour ça que c'est très important que vous soyez nombreux aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très important que nous puissions porter cette parole, parce que y compris dans l'administration, y compris au sein du gouvernement, y compris au sein des réseaux d'influence, et à Paris il y en a de nombreux, vous le savez, eh bien cette parole, cet ancrage de 20 années de réseaux d'influence pro-poutinien, aujourd'hui, eh bien, il peut produire des fruits, on le voit déjà dans d'autres pays, et c'est à nous à tenir. Donc c'est vraiment pas simplement, moi je rends toujours hommage au peuple ukrainien, aux soldats ukrainiens, à toute la population qui s'est mobilisée, qui donne un exemple extraordinaire de résilience, mais chacun à notre niveau, en refusant que des propos de mise en parallèle de choses qui ne le sont pas, des propos de dire oui mais c'est pas si simple, etc., en refusant ce type de discours-là. Et c'est à nous à tenir. Donc c'est vraiment pas simplement, moi je rends toujours hommage au peuple ukrainien, aux soldats ukrainiens, à toute la population qui s'est mobilisée, qui donne un exemple extraordinaire de résilience, mais chacun à notre niveau, en refusant que des propos de mise en parallèle de choses qui ne le sont pas, des propos de dire oui mais c'est pas si simple, etc., en refusant ce type de discours-là. Et c'est à nous à tenir. Donc c'est vraiment pas simplement, moi je rends toujours hommage au peuple ukrainien, aux soldats ukrainiens, à toute la population, avec les Américains, qu'on ait fait des choses mal d'ailleurs, qu'il va falloir assumer aussi à un moment donné dans notre histoire. Mais ça c'est très important. Donc ne crions pas victoire trop vite, ne vendons pas la peau de l'ours, sans jeu de mots, trop vite. Il est loin d'être abattu et il a encore des chances de victoire si le soutien à l'Ukraine s'effondre. Alors que, comme le dit Xavier, les livraisons ne sont pas terminées, la formation n'est pas terminée et que eh bien, c'est une victoire collective, même si ce sont les Ukrainiens qui en retireront tout le mérite s'ils y parviennent, et c'est ce que j'espère en tout cas. Et est-ce que... Oui, alors pour le nucléaire... Alors, pour le chantage, nucléaire, ouais. non, pour le chantage nucléaire. Si, bien sûr. Alors, moi, en fait, j'ai parlé avec beaucoup de personnes sur ça. L'arme nucléaire, militairement, n'a pas réellement d'intérêt dans cette configuration-là. On a un front qui est très long. On n'a pas de concentration avec des milliers d'hommes à un endroit, ou des centaines de milliers d'hommes, ce serait plus logique. Mais ça veut dire qu'il faudrait, parce qu'une bombe atomique, en réalité, tactique, c'est-à-dire les petites qui sont par exemple lancées avec des obus, les obusiers de S7, ça va par exemple avoir un effet sur 2 km de rayon. Donc on est sur une zone très limitée sur laquelle on tue tout le monde, mais nos gars qui sont 2 km en face, ils y passent aussi. Et puis
comment justifier? Alors là, côté militaire, du coup, ça veut dire de raser tout le front hein, pour avoir un effet, mais s'il y a des réserves derrière, ça marche pas. Et politiquement, comment Poutine pourrait dire on rase le Donbass, qui est maintenant la nouvelle Russie? Ils peuvent pas utiliser la bombe atomique sur ce qu'ils annoncent eux-mêmes comme étant la Russie. Donc déjà, en termes de communication, ça tient pas. En termes militaires, c'est pas possible. En termes de vision pour l'histoire, ça, j'en parle même pas. Mais il y a une dimension diplomatique qui est super intéressante. Et que là, c'est un diplomate qui m'a expliqué ça vendredi dernier. A priori, la Chine il y a une ligne rouge qui a été mise par les Chinois, pas parce qu'ils s'intéressent au peuple ukrainien, a priori pas trop, mais c'est exactement Taïwan. Il y a une règle de non-prolifération, ou plutôt il y a une règle tacite d'utilisation de l'arme nucléaire qui fait que on ne peut pas se faire attaquer à l'arme nucléaire si on n'est pas soi-même puissance nucléaire. C'est-à-dire que la France n'a pas le droit d'attaquer la Belgique à l'arme nucléaire parce qu'elle n'a pas la bombe atomique. La Russie, théoriquement, ne peut pas attaquer l'Ukraine puisque ce n'est pas une puissance nucléaire. Si jamais ce pacte moral était rompu, ça laisserait libre cours au retour à la prolifération nucléaire. Tous les pays qui aujourd'hui n'ont pas l'arme pourraient se dire « Ouais, mais bon, cette règle-là, elle ne tient plus. Donc moi, Taïwan, je veux la bombe atomique. » Et donc Taïwan développerait éventuellement une bombe atomique si la Russie utilisait l'arme nucléaire en Ukraine. Donc la Chine dit non, et ça c'est vraiment la ligne rouge. Ils abandonneront. Alors ils ont déjà abandonné très clairement la Russie. Hein. Ils ont même arrêté de fournir les moteurs des camions Kamaz, etc. Donc ils appliquent déjà une partie des sanctions. Les Chinois ne sont pas aussi neutres que ce qu'on veut bien dire. Ils sont amis dans le sens où ils achètent du pétrole moins cher, etc. Mais ils sont pas alliés, ils n'ont jamais fourni le moindre matériel militaire, ils n'ont pas aidé les Russes à faire voler encore leur aviation civile, donc ils ne sont pas réellement autant amis que ce que les Russes essaient de nous faire croire. Mais clairement, il y a une ligne rouge qui est diplomatique de la part des Chinois, et donc c'est plein de raisons qui me font dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas l'utilisation de l'arme nucléaire en Russie. J'espère en tout cas que tous ces éléments sont convaincants aussi pour Poutine. Parce que est-ce qu'il est encore totalement raisonnable sur ces questions-là? Il n'a pas été très raisonnable sur plein de choses par le passé. Oui, on a passé quand même pas mal de temps avant le 24 février à dire qu'il n'avait aucun intérêt à mener cette invasion. Voilà. Mais là, il hypothèque des décennies d'avenir pour son pays. Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la menace nucléaire, par rapport à ce que je vous disais sur le prisme qui est aujourd'hui pour lui la zone sensible, ce sont les opinions publiques occidentales. Donc s'il analyse à un moment donné qu'il pourra faire affaiblir le soutien, donner des arguments à ses partisans en France et en Europe occidentale et aux États-Unis s'il utilise l'arme nucléaire, il n'hésitera pas. Donc c'est aussi à nous, dans nos discours actuels, à ne pas paniquer et surtout à exposer à l'avance, et ça a été fait par les gouvernements, mais dans 2 ans, le président américain, il y a de nouvelles élections. Imaginez un autre président à la place de Biden, les choses seraient très différentes. Vous voyez bien que nous sommes vraiment le point faible. Et donc c'est à l'aune de cette grille d'analyse-là qu'il faut voir toutes ces actions et toutes ces possibilités d'action. Donc l'usage de l'arme nucléaire, il est certain que ça va nous amener à renoncer d'une manière ou d'une autre, et on l'a déjà fait dans d'autres pays, pas qu'en Syrie, en Géorgie, ailleurs, donc on l'a déjà fait face à lui, on a déjà reculé, et ben il n'hésitera pas. En revanche, s'il se rend compte que ça va être contre-productif et que ça va au contraire amener une escalade et au contraire nous rendre de manière résolue, déterminée à mettre fin à son pouvoir, et bien à ce moment-là, ça le fera reculer. C'est une analyse là-dessus simplement. Donc moi je le répète, je ne me livrerai à aucune prospective, mais c'est en discutant et en montrant qu'on est faible, qu'on a peur, et en se montrant notre peur qu'il l'utilise, que peut-être on prépare cette utilisation et cette escalade-là. Voilà, peut-être. Oui, et sur la capacité de monter en puissance, parce que sûr. Justement, en cas d'utilisation, effectivement, il y a un autre élément, c'est le fait qu'on va, à défaut de s'engager, parce que je ne crois pas à un engagement direct de notre part, même si, en termes de légitime défense, on aurait le droit d'envoyer quelques missiles Tomahawk sur... Voilà, ça, c'est légal, mais après, il y a quand même le côté rentrer en guerre directe. Pour les Ukrainiens, il y a encore beaucoup de matériel, j'en ai parlé, des chars occidentaux modernes en grande quantité, comme ils le demandent depuis maintenant plus de 6 mois, des missiles à longue portée, parce que l'HIMARS 80 km, il y a des missiles, les attaques MS, c'est 300 km de portée,
Là, il tape le pont de Kerch de Crimée en un seul coup. Et là, pour la logistique russe, ça les complique quand même. Ça, ils les donnent la semaine prochaine, ils savent s'en servir. La fourniture de missiles de croisière. Vous savez que les Ukrainiens ont intégré sous leurs avions, sur leur MiG-29, des missiles anti-radar américains AGM-88, mais ils pourraient aussi donner des missiles de croisière. Je suis sûr qu'ils le donnent sans aucun problème, puisque tout l'arsenal qui leur manque, c'est les systèmes de longue portée, et qu'on a donné en petit échantillon ou pas du tout. Des drones efficaces et en grande quantité. Le drone TB2, c'est un petit drone qui a moins de 100 kg de charge utile. Si on donne des drones Reaper ou sous ces systèmes-là, on est sur une autre dimension, beaucoup plus efficace, beaucoup plus longue portée, beaucoup plus discret. Donc il y a vraiment une capacité de monter en puissance dans le matériel qu'on pourrait donner à l'Ukraine qui est juste colossale. On ne se rend pas compte à quel point on a des moyens qui sont démesurés par rapport aux capacités militaires de la Russie aujourd'hui. Et là, les Ukrainiens en profiteraient s'ils utilisaient l'arme atomique. Oui, c'est vrai. Juste vraiment, Vas-y. 30 secondes, on se focalise sur l'arme nucléaire, mais dans l'arsenal des armes de destruction massive russes, il y a d'autres armes plus classiques qui pourraient faire énormément de mal et infliger énormément de souffrance aux combattants et au peuple ukrainien. Je pense notamment aux super bombes thermobariques, là, la FOAB, FAOB. Voilà, bon, c'est donc des choses comme ça. Faut pas oublier que dans la gradation, avant d'utiliser l'arme nucléaire, s'il veut nous choquer, pour nous affaiblir notre soutien et fragiliser notre détermination à soutenir le combat de l'Ukraine pour sa liberté, eh bien, il a encore dans son jeu un certain nombre de cartes aussi. N'oublions pas, il peut choisir des stratégies intermédiaires, il a des moyens. Les bombardiers stratégiques, alors je parle sous ton contrôle, n'ont pas été trop utilisés non plus. Voilà. Alors, la défense aérienne ukrainienne est tellement dense maintenant qu'ils n'arrivent plus à dépasser la ligne de front. La région de Izium, dont on parlait tout à l'heure, par exemple, ça fait un bout de temps qu'il n'y a plus de support aérien. Et donc les Russes ont voulu relancer un petit peu de force aérienne pour essayer de ralentir les Ukrainiens qui étaient en train de passer notamment vers Kupiansk. En une journée, ils ont perdu 4 chasseurs. Sukhoi 34, Sukhoi 30, Sukhoi 25. L'élite des meilleurs avions russes se sont fait abattre 4 dans la même journée. On parle de centaines de millions, enfin plus de 100 millions d'euros de matériel détruit en une journée. Et donc l'intérêt aussi, c'est que certes, les Russes peuvent encore envoyer quelques missiles de croisière, quelques drones qui passent dans les défenses, mais un bombardier stratégique, il ne passe pas cette frontière. Et les grosses bombes thermobariques, la FOAB, qui fait à peu près en termes de puissance la moitié du bombe atomique, il faut passer à la verticale et la larguer à la verticale, comme les Américains l'ont fait en Afghanistan. Donc un bombardier un bombardier russe ne peut pas survoler le territoire ukrainien, et donc il n'y aurait pas ce type de matériel. À mon sens, je ne vois pas de quelle manière il le larguerait. Et tant mieux. Tant mieux, oui, bien sûr. Alors là, on parle de ce qui pourrait définir une non-victoire russe. Mais qu'est-ce qui pourrait définir une victoire ukrainienne? Parce que ces cartes qu'on voit depuis déjà 7 mois, elles sont un peu trompeuses. Parce que imaginons que toute la partie rouge redevienne donc noire. Il restera quand même toute la partie grise de la Russie et de la Biélorussie. Et on peut imaginer que, eh bien, de l'autre côté de la frontière, les velléités de domination de l'Ukraine n'auront pas vraiment disparu. Alors, qu'est-ce qui pourrait définir en fait une victoire ukrainienne? Parce que le président Zelensky parle beaucoup du retour complet de son intégrité territoriale, mais au-delà de ça. Territorialement, il est clair que le rétablissement de l'intégralité territoriale ukrainienne, ce serait la victoire absolue, qui sera quand même difficile à obtenir totalement par les armes. Il faut être clair sur ça. Aussi pour une question, est-ce que les Ukrainiens sont prêts à perdre encore 10, 20 000, 30 000 soldats pour reprendre par les armes tout leur territoire? C'est une vraie question. Parce que si militairement ils en ont la capacité, ça coûte des vies au fur et à mesure. Donc ça, c'est la première question. La reprise territoriale totale par les armes, peut-être, mais vraiment, vraiment avec énormément de souffrance. Ce serait une victoire. Pour moi, le simple fait que l'Ukraine existe encore est déjà une grande victoire. Et il n'y a pas beaucoup d'analystes qui auraient parié ça le 26 février. Oui, c'est vrai. Mais quand je dis pas beaucoup, c'est parce qu'on fait partie de ceux qui sont invités ici, d'ailleurs. Bizarrement. Je peux l'expliquer très simplement. Mais oui. La plupart des guerres ont été gagnées par le camp le plus faible numériquement et le plus motivé.
Donc tous ceux qui, jusqu'à début mars encore, guettaient, il y a des analystes qui passent sur le plateau télé qui, début mars, écrivent encore, il faut guetter le moment où le président Zelensky va fuir Kiev. Vous voyez, début mars. Donc, non, c'est pas celui qui a la plus grosse qui gagne une bataille. En général, statistiquement, la majorité des batailles ont été gagnées par celui qui avait les meilleures troupes, mais pas nécessairement en plus grand nombre. Mais vraiment, voilà, c'est juste ça. Donc c'est juste une analyse. 2014-2015 est aussi riche c'est le regard de d'enseignements. l'historien militaire de dire oui, ok, ils sont plus nombreux. Oui, mais vous comprenez, c'est les Russes. Oui, et alors voilà. Il y a une autre grande règle qui est que chaque homme est égal devant une balle. C'est un principe, quelle que soit la couleur de son passeport. Et 2014-2015 est aussi très riche en enseignements très riche sur la capacité de mobilisation. Sur la capacité de mobilisation et déjà les faiblesses de l'armée russe qui s'était beaucoup reposée sur une adaptabilité dont elle est dépourvue aujourd'hui. Mais pour compléter ce que tu dis, je pense que, imaginons, donc votre question c'est, on a reconquis, l'Ukraine a restauré sa souveraineté par les armes, a libéré l'intégralité de son territoire, y compris la Crimée, et après ? Eh bien après la victoire, si le régime de Poutine ne s'effondre pas, parce que je le répète, c'est avec Poutine qui reste au pouvoir, pas de victoire, pas de paix possible actuellement, dans le monde et en Europe notamment. Il faut à un moment donné que le diagnostic soit posé. Voilà, je sais que le régime change nous a été beaucoup reproché à nous les Occidentaux, on en a abusé, on a commis beaucoup d'erreurs à ce niveau-là, mais en attendant, là, il se trouve que ça serait la plus rapide et la plus efficace des solutions. Et la plus pérenne. Mais oui, évidemment. Mais après, ça dépend comment c'est fait, surtout. Et ça dépend qui vient après et comment c'est fait. Mais je pense que la vraie victoire, ça serait restaurer la souveraineté et reconstruire le pays. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que craint Poutine d'une Ukraine qui adhérerait à l'Union européenne, à ses valeurs et à sa prospérité ? C'est juste la comparaison entre les deux côtés de la frontière, de gens qui parlent souvent des langues très proches. Il ne faut plus dire qu'ils parlent la même langue, mais vous avez compris l'idée, des gens qui sont proches. Et donc ils vont voir. N'oubliez pas que Poutine se pose en contre-exemple à l'Occident, à son dévoiement, sa décadence. N'oubliez pas que ce qui se disait en mars, avril, en Russie, des journalistes qui me racontaient qu'ils rentraient dans un salon de coiffure, ils voyaient à la télé les gay pride et disaient « Heureusement qu'on envahit l'Ukraine, sinon on aurait ça dans nos rues ». Ce qui n'a aucun rapport, on est d'accord, sur le principe. Mais surtout, cette prospérité économique liée à la liberté et l'importance de, par exemple, les institutions comme celle qui organise cette conférence, la CCI franco-ukrainienne, sont décisives. La vraie victoire, ça sera de pouvoir vivre en paix, d'offrir un avenir heureux et des perspectives d'avenir déjà à ses enfants, et ça suffira. Et du coup, sur le long terme, ça veut dire l'incapacité des Russes à faire vivre leur impérialisme. Et ça ne s'arrête pas à l'Ukraine. Et ça tombe bien parce que la Mongolie, le Kazakhstan, il y en a tout un paquet là qui en ont un petit peu marre et qui sont en train de profiter. Le Daghestan, l'Azerbaïdjan, demain la Biélorussie. Tous ces pays sont en train de se dire, dis donc, finalement, c'est pas plus mal en face, ou alors sans eux, c'est pas plus mal. Et des pays comme le Kazakhstan qui aujourd'hui disent à la Chine et à l'OTAN, vous voulez bien nous défendre au cas où la Russie voudrait réitérer, c'est quand même un signe. Donc, cette défaite militaire pourrait être aussi un basculement vers un fin d'un impérialisme russe. Parce que si tous les pays autour de la Russie essayent de la fuir, c'est aussi peut-être que c'est pas juste qu'il y a les méchants américains qui sont en train de les manipuler. Peut-être que la Russie est devenue un repoussoir pour un certain nombre de pays. Voilà. Accessoirement, l'impérialisme américain, si on peut s'en débarrasser au passage, moi je suis fan aussi. Et ça, c'est une autre question. Et juste sur la mobilité... Bon, vas-y. Non, mais juste pour compléter, voilà, on réfléchit de la même manière. Donc, dans l'histoire, les fins d'impérialisme, ça se passe jamais bien. C'est toujours dans des défaites, dans des effondrements internes. Regardez historiquement, quels pays ont renoncé à leur impérialisme ? L'Autriche. On a oublié que l'Autriche, à un moment donné, c'était toute l'Europe sauf la France. Rappelez-vous, à l'époque de François Ier. Bon, aujourd'hui, quand vous regardez l'Autriche, on est d'accord qu'ils n'ont plus trop de velléité de récupérer le Brabant, la Catalogne et Naples. La Turquie, ça, c'est toujours pas fait, on est d'accord. La Russie non plus. La France a renoncé à son impérialisme, ça a été très difficile. Et regardez
les mouvements politiques actuels intérieurs, comme certains, refusent encore, s'accrochent encore à une idée impérialiste. Voilà, donc les pays, et l'Allemagne, qui a renoncé à son impérialisme, là aussi, un peu trop même, puisque maintenant elle refuse même toute idée de guerre, même pour défendre un voisin qui serait agressé. Mais l'Allemagne, quand elle a renoncé à son impérialisme, il a fallu 2 guerres mondiales et l'Allemagne est née zéro. Rappelez-vous l'état de l'Allemagne en 1946. Donc malheureusement, dans l'histoire, des renoncements à une idée, le Royaume-Uni, ça ne s'est pas très bien passé non plus. Et surtout, le Royaume-Uni, la particularité, c'est qu'il a été qui sera agressé. Mais l'Allemagne, quand elle a renoncé à son impérialisme, il a fallu 2 guerres mondiales et l'Allemagne est née zéro. Rappelez-vous l'état de l'Allemagne en 1946. Donc malheureusement, dans l'histoire, des renoncements à une idée, le Royaume-Uni, ça ne s'est pas très bien passé non plus. Et surtout, le Royaume-Uni, la particularité, c'est qu'il a été qui sera agressé. Mais l'Allemagne, quand elle a renoncé à son impérialisme, il a fallu 2 guerres mondiales et l'Allemagne a né zéro. Et puis il y avait la figure tutélaire. D'ailleurs, impérialisme, à ma connaissance, la reine qui vient de décéder était encore au Canada. Enfin, elle était encore dirigeante symbolique d'un certain nombre de pays. Donc ils n'ont pas. C'est gravé sur sa couronne. Voilà, ils n'ont pas nécessairement, ils sont pas allés au bout du processus. Mais en effet, c'est très difficile d'envisager un renoncement à l'impérialisme de velours, pour reprendre d'autres mouvements qui nous ont stupéfaits aussi par leur caractère pacifique et les révolutions de velours. Là, ça va être très très compliqué. Surtout quand vous y additionnez un post-autoritarisme. Il ne faut pas oublier que tous les post-autoritarismes, plus l'autoritarisme qui cesse et a été violent, donc la dictature a été importante et longue, plus la phase de post-autoritarisme va être violente également. C'est-à-dire quand vous soulevez le couvercle, il y a tellement de choses qui vont ressortir que ça se passe jamais bien. Voilà. Donc ça aussi, les post-autoritarismes dans l'histoire, alors là, vous avez un mélange des deux. Donc c'est très très compliqué. Merci. Je vais terminer par une question très concrète et puis ensuite on pourra ouvrir les questions au public. Donc on a ici, et qui nous regardent aussi à distance, des investisseurs, des entrepreneurs, des personnes qui ont des familles, des enfants. Est-ce que vous leur conseilleriez maintenant de revenir en Ukraine, d'investir en Ukraine et d'aider à la reconstruction du pays? Est-ce que vous pensez que c'est déjà le moment en tant qu'expert militaire? Question très concrète. En ayant la certitude aujourd'hui que l'Ukraine ne tombera pas, je pense que ça coûte pas cher d'investir, vu la qualité des infrastructures, vu l'argent qui va être disponible pour les reconstructions. Donc aujourd'hui, ça doit être très avantageux d'investir. Après, je ne suis pas un investisseur, donc à mon avis, c'est un pays d'avenir en Europe. Moi, mon épouse est bulgare. Je vois à quel point la Bulgarie peut offrir des avantages en étant intégrée à l'Europe, en ayant un marché commun, en ayant un niveau de vie qui s'est beaucoup amélioré depuis une quinzaine d'années que je vais là-bas. J'imagine que l'Ukraine va suivre exactement la même trajectoire et que là, aujourd'hui, je ne sais pas si le SMIC est à 200 € ou un peu plus, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, on peut produire pour pas cher, que les infrastructures terrestres ont été beaucoup développées du fait de l'absence d'infrastructures maritimes. Donc pour les exportations, il va y avoir tout ce qu'il faut. Produire localement, éviter de dépendre de la Chine, réduire nos émissions de CO2 en faisant passer ça en bateau. Moi, je vois que des avantages à se rapprocher de l'Europe de l'Est. Et vu que l'Ukraine sera maintenant la première armée d'Europe, il faut le dire aussi, c'est quand même pas mal d'avoir un allié puissant en Europe, quoi. Alors, je ne suis absolument pas compétent économiquement, hein, d'ailleurs, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a quand même une tendance à essayer de donner quand même du sens à ces investissements. Bien évidemment, il y a la rentabilité économique, mais il y a aussi donner du sens. Hein, les investissements verts, les investissements durables, équitables, etc. Et là, investir en Ukraine, ça serait donner du sens parce que ça serait donner une chance à la paix. Et la paix par le haut, hein, c'est-à-dire que par justement cette victoire qui ne serait pas simplement une victoire des armes, de la souffrance et de la violence, mais aussi une victoire économique, une victoire d'un système. La Russie se pose contre notre système, eh bien faisons en sorte, et ça se passera aussi par la reconstruction et des investissements fructueux en Ukraine, pour les Ukrainiens comme pour les investisseurs. Donc ça donnerait du sens, c'est-à-dire que là, au lieu d'investir dans un pays quelconque, investir en Ukraine, c'est aussi donner du sens, c'est offrir une chance à la paix. Et ma foi, à l'heure actuelle, on cherche du sens à tout, ça ne me paraît pas le moins
le moins honorable. Juste avant le début de la conférence, on échangeait. Votre usine continue à fonctionner alors qu'il y a des missiles qui tombent juste autour. Enfin, l'Ukraine continue à travailler et à vivre. Puis à la limite, c'est presque toi qui devrais répondre à cette question parce que c'est toi qui as vécu des années en Ukraine. Est-ce qu'il faut investir en Ukraine? Laissez-moi dans mon rôle de modérateur. Ah mince. Oui, je mentionne juste que l'usine que vous mentionnez à l'instant est juste à côté de la centrale, d'ailleurs, de la centrale de Zaporijia. De l'autre côté du Dniepr. De l'autre côté du fleuve, ouais. Du bon côté. Tout à fait. Eh bien, merci beaucoup. On va prendre des questions du public. Celui-là, il ne marche pas? Oui, bonsoir. Merci aux intervenants, merci à la Chambre de commerce franco-ukrainienne d'avoir assuré cette belle conférence. Je suis citoyen du monde et l'objectif de chacun d'entre nous, c'est la paix. Est-ce qu'on peut envisager quand même une paix, je dirais, presque immédiate? 1. 2. Quelle serait l'influence des pays qui sont restés neutres? Est-ce qu'ils ne peuvent pas aller vers justement le sens de provoquer ou d'assurer cette paix? Merci. Dans mon activité, on parle beaucoup de médiation, donc je peux vous dire que pour qu'il y ait médiation, il faut qu'il y ait les deux. Oui, je suis avocat aussi. Il faut que les deux parties le veuillent. Voilà. Là, pour l'instant, aucune des deux ne le veut. Donc, paix immédiate, oui, s'il y a un effondrement d'un côté comme de l'autre. Alors, actuellement, l'effondrement sera peut-être plus en Russie, évidemment. Mais voilà, sauf effondrement, en effet, nous ne sommes pas encore au temps de la diplomatie. En revanche, pour parler des neutres, c'est-à-dire les non-alignés, tous les pays, c'est un élément de langage des réseaux d'influence pro-russes, de dire l'Occident est isolé. Regardez, la Russie fait encore des sommets internationaux, regardez, vous n'êtes pas soutenu par un certain nombre de pays importants. Alors ils comptent à un moment donné le nombre d'habitants, c'est-à-dire entre l'Inde et la Chine, c'est sûr tout de suite, vous tuez le game, hein, on est d'accord. Donc voilà, ils s'abstiennent. Voilà, bon. C'est un élément de langage, sachant que le centre de gravité, je cherchais, ça reste les opinions publiques occidentales, puisque Vladimir Poutine a analysé et a pu utiliser déjà notre faiblesse principale, qui est que nos dirigeants rendent des comptes à leur population, ce qui n'est pas son cas, hein, à titre personnel. Donc, bien évidemment, ça reste nous. C'est-à-dire que l'argument de dire les neutres ne sont pas avec vous, c'est toujours à nous qu'il s'adresse, en réalité. Hein, c'est très important d'avoir cette grille de lecture, et si vous la conservez, j'ai la faiblesse d'espérer qu'il y aura beaucoup de choses qui vont s'éclairer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Donc, en réalité, faire basculer le Brésil, l'Inde, la Chine, c'est un cas un petit peu à part, en disant il faut arrêter ce conflit. Est-ce que réellement ça va l'arrêter aujourd'hui, sachant que pour Vladimir Poutine, il a identifié ça comme le seul moyen de rester au pouvoir, hein? Donc on est dans une fuite en avant, mais maîtrisée. Pour ce qui est d'obtenir la paix par la négociation, la Russie a réitéré ses exigences qui sont d'abord la démilitarisation de l'Ukraine. Est-ce qu'il est questionnable de démilitariser l'Ukraine aujourd'hui pour obtenir la paix? Ça me semble peu probable. Changer le gouvernement, enfin, voilà. De toute façon, les exigences russes n'ont pas changé. Qu'est-ce que vous voulez négocier avec les Russes? Ils négocieront quand ils auront une défaite militaire. Et plus ce temps passera, plus ils devraient en avoir. Voilà. Avec un poids politique en interne qui fait effectivement le changement de régime est plus probable pour obtenir une paix qu'une paix par la négociation. Et après, pour ces pays neutres, on a quand même de moins en moins de pays qui sont réellement neutres. Quels sont les pays qui ont voté contre, même que puisque Zelensky puisse s'exprimer à distance à l'ONU, à part l'Érythrée, la Corée du Nord, Cuba et le Nicaragua, même l'Inde, non mais c'est pas une blague, il y a même, et la Syrie, même l'Inde, la Chine, même la Serbie dit qu'ils ne vont pas reconnaître les référendums. Même Israël commence à fournir des armes à l'Ukraine. Depuis que la Russie utilise des drones iraniens, ça permettra de tester leur matériel aussi. C'est un double effet qui se coule. Mais du coup, même Israël commence à fournir des armes. D'ailleurs, pas à l'Ukraine, c'était rigolo, ils les ont vendus à la Pologne, qui en fait ce qu'elle veut.
Donc bon, on a compris où est-ce que ça allait finir. Mais du coup, même Israël, tout le monde, il n'y a plus personne, ils n'ont plus d'alliés. Donc de toute façon, diplomatiquement, on le voit dans toutes les annonces officielles, Modi, les discours qu'il peut avoir, il est le temps de faire la paix, parce que tout le monde, mathématiquement, il voit bien que la Russie ne peut pas gagner militairement. Donc quel intérêt ont ces pays BRICS, on va dire, d'avoir une Russie plus faible que faible? Ils sont en train d'affaiblir leur propre camp. Et on a des diplomates chinois qui disent la Russie a réussi à relancer le leadership américain. Ils relancent. Moi après, j'ai des prises de position sur ma chaîne. Je suis pour la sortie de l'OTAN. Enfin, j'étais pour la sortie de l'OTAN. Donc j'avais vraiment, j'étais anti-impérialiste, anti-américain, anti-chinois, anti-turc, anti tout ce que vous voulez d'impérialiste. Donc je voudrais sortir. Je voudrais qu'on ait une stratégie d'autonomie européenne avec du souverainisme, etc. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus possible dans cette situation parce qu'effectivement, on est redevenu absolument dépendant des Américains et de l'OTAN, et c'est ma grande tristesse. Et donc les Chinois disent Poutine a réussi à relancer l'Occident pour des décennies avec ses erreurs. Avec du coup la Russie qui est devenue un pays faible, dont les faiblesses ont été révélées au monde entier, ce qui fait que par la pression militaire, on pourrait plus imaginer par exemple que la Chine, peut-être du coup que c'est encore moins bien que la Russie, du coup certainement pas qu'ils vont entrer en guerre avec Taïwan. Du coup on n'imagine pas avoir un ascendant d'un pays qui dépend du matériel russe pendant des décennies. Le matériel qui a été récupéré à Izium, on a tous les couvertures. J'ai même acheté des morceaux de Sukhoi 34 et de Sukhoi 30 pour rigoler. Je mets ça dans mon bureau, qui ont été abattus en Russie, en Ukraine. Mais du coup, les services de renseignement, mais c'est Disneyland pour eux. Ils ont tout le matériel nécessaire, de la même manière que pendant des décennies, vous avez des équipements russes, des pilotes de chasse russes qui fuyaient et qui s'enfuyaient au Japon, en Turquie, en Israël, etc., avec leur avion. Tout le matériel qui a été récupéré à Izium fait que la guerre électronique russe, les communications russes, on a des contre-mesures pour les prochaines décennies. Ils doivent repartir de zéro, et donc le matériel russe n'a plus de valeur où qu'il a été vendu. Et ça, c'est vachement important aussi sur les prochaines décennies. Les Chinois et les Indiens veulent que ça s'arrête, parce que s'il y a un conflit demain entre le matériel russe et n'importe quel pays occidental, l'Indonésie contre la Chine, on sait que c'est les Rafales indonésiens qui vont avoir l'ascendant sur les Sukhoi 35 chinois. Et ça, c'est vachement important. Donc ils vont pousser, mais aujourd'hui, je vois pas d'effet concret, et donc il faudra une défaite militaire ou un changement de régime du côté de Poutine. Alors, restons juste sur cette question des armes. Parce qu'on a une question de YouTube qui demande où sont les véhicules de l'avant blindés français, les VAB. Il y avait des colonnes prises sous le feu de l'artillerie russe à Kherson notamment, d'après les marquages tactiques. Alors après, je n'y suis pas, donc je trouve sous réserve, mais d'après les marquages tactiques, il y avait des véhicules là-bas. Mais c'est vrai que même nous, avant de penser au Charles Leclerc, on a des stocks de matériel sous cocon dans les dépôts. Mais les livrer, c'est livrer aussi toute une chaîne, former des mécaniciens, former les équipages évidemment. Bref, voilà, les armements sur étagère, ce sont quand même des armements sur lesquels les forces ukrainiennes ont déjà été formées, donc plutôt des armements d'origine soviétique ou russe. D'ailleurs, à ce propos, pour compléter, nous travaillons. Pourquoi la Chine ne peut pas, en réalité, elle ne peut pas livrer des munitions à l'armée russe, tout simplement parce qu'elle n'a plus les mêmes calibres. Et on a même découvert que sur un certain système d'armes, notamment les armes légères, ils avaient même des calibres compatibles OTAN, ce qui n'était pas le cas des Russes. C'est-à-dire que c'est vraiment dans les nouvelles générations. Donc c'est quand même assez hallucinant de voir qu'il y a des choix. Après l'OTAN, l'OTAN, ça reste une formidable organisation militaire du point de vue de l'historien militaire. C'est-à-dire que c'est la seule organisation où vous avez ce transfert de compétences que l'on voit en action pour l'armée ukrainienne. Ce transfert de compétences sur des compétences très pointues, très précises. Je le répète, mener une manœuvre offensive de cette taille-là, à l'échelon opératif, dans un environnement complexe d'une guerre moderne mécanisée, c'est un niveau, c'est le niveau élite, expert, pour reprendre des images, c'est vraiment un niveau expert. Et ça, c'est dans le cadre de l'OTAN que ça, parfois, on arrive à le faire. C'est-à-dire que ça reste un formidable endroit où les militaires peuvent se parler. Et vous savez, quand les militaires se parlent, c'est toujours mieux. Voilà. J'ai déjà le micro. Ah bah voilà. Ouais. Il marche en plus. Ouais.
Je vous félicite pour ces analyses formidables. Il me semble simplement que vous avez sous-estimé, ou en tout cas pas assez parlé peut-être, de l'influence du renseignement américain, qui a été mise en relief d'ailleurs par le discours de Shoigu, ou l'interview de Shoigu il n'y a pas très longtemps, le ministre de la Défense russe, qui a parlé de 70 satellites militaires américains qui surveillaient le front, mais minute par minute, plus 200 autres satellites. Et n'oublions pas que la catastrophe de Gostomel est quand même arrivée avec un renseignement américain qui est arrivé à point pour donner le plan d'action russe aux Ukrainiens. Je pense que le mérite de l'armée ukrainienne, il faut pas leur enlever. Ils sont formidables. Nous, on vit là-bas, on les connaît, les Ukrainiens. Tout ce dont ils ont besoin, effectivement, c'est de l'aide. Mais quand on a en plus l'Amérique, avec toute la puissance du renseignement, je parle encore une fois, enfin, les Russes ont conscience qu'ils ne font pas face à l'Ukraine, mais aux États-Unis. Enfin, Shoigu le dit, Poutine le dit, et c'est pour ça qu'il parle de l'arme nucléaire, certainement, parce qu'il se situe à un niveau équivalent à celui de l'Amérique en disant arrêtez, parce que nous, on fait la guerre contre vous finalement, et j'ai l'arme nucléaire, respectez-moi. Donc, qu'est-ce que vous pourriez dire de l'aide sur le renseignement, en tout cas? Alors, la question du renseignement, en fait, elle est plus large encore. Il me semble avoir parlé quand même du transfert de compétences et de renseignements, hein, l'intelligence, voilà, évidemment. Mais il n'y a pas que le renseignement des États-Unis, fourni par les États-Unis. On le voit, hein, tous les jours, les avions de l'OTAN monitorent, enfin des Américains, les avions espions monitorent, y compris français d'ailleurs, monitorent, c'est-à-dire surveillent en survolant aux frontières de la Roumanie, des pays baltes, etc. C'est une guerre connectée en réalité. Alors la première, c'était la Syrie. D'ailleurs, beaucoup de choses que l'on voit en Ukraine, on les a découvertes en Syrie, sauf que évidemment, l'échelle n'était pas la même, la proximité n'était pas les mêmes aussi, et les effets opérationnels n'étaient pas les mêmes. Les drones, enfin, il y a plein de choses qu'on a découvert. L'open source, la possibilité de suivre le conflit en direct. Alors à l'époque, on n'avait pas les satellites de la NASA FIRMS qui permettent de suivre les départs de feu et donc de voir quasiment le tracé du front et les progressions éventuelles, ou en tout cas les positions de tir également. Il y a le renseignement américain, y compris du renseignement humain d'ailleurs. Là-dessus, ils sont assez prudents, mais a priori, les plans de Poutine, il y a eu du renseignement humain. Et puis, alors, non, mais oui, renseignement humain à Moscou. Mais il y a aussi tous les vecteurs de renseignement qui sont constitués par chaque Ukrainien qui a un téléphone portable, avec tous les risques et les horreurs qui peuvent arriver lorsqu'ils se font arrêtés et qu'on découvre qu'ils ont adressé des messages. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez à la fois ce réseau de satellites, cette ombrelle satellite américaine, mais vous avez aussi un tas de vecteurs. Parce qu'en réalité, les images satellites, déjà, il y a le temps de l'interprétation, il y a pouvoir avoir le traitement. Et en réalité, l'aide américaine a été surtout sur les process pour tirer profit de ces renseignements-là, de cette masse documentaire-là. Parce que les Russes ont détecté la concentration devant Balaklia, mais ils n'en savaient pas quoi en faire. Elle était visible, 5 brigades sur un petit périmètre dans une zone plutôt calme jusque-là. Donc on était au sud de Kharkiv. Ils l'ont nécessairement détecté, sauf que ça n'a jamais été utilisé. C'est-à-dire que si vous n'avez pas dans l'état-major les officiers nécessaires pour pouvoir sélectionner dans la masse de documents et d'informations qui reviennent les informations pertinentes pour en tirer des conséquences opérationnelles, ça ne sert à rien. Et ça, c'est aussi une méthodologie. C'est-à-dire que l'apport américain, c'est le renseignement, mais ce renseignement, il vient aussi de la réaction ukrainienne, de ce renouveau d'un sentiment national, avec des gens qui prennent des risques pour signaler qu'il y a tel convoi qui passe. Mais on le voit aussi au Bélarus, d'ailleurs. Ils signalent les mouvements militaires, etc., géolocalisés. Et puis, que ça a été organisé. Il y a des plateformes qui permettent de déposer des informations en toute discrétion. Mais c'est aussi la méthodologie pour exploiter le renseignement. Avoir une information, si vous ne savez pas quoi en faire, parce que vous ne savez pas la lire, vous ne savez pas mettre la pièce du puzzle que vous avez eue dans l'intérieur du puzzle pour distinguer l'image, c'est aussi important, c'est pas suffisant. Il faut aussi avoir la méthodologie. Et cette méthodologie-là, c'est aussi un apport de l'art militaire américano-occidental, mais essentiellement américain. Il faut être lucide. Voilà. Donc,
renseignement oui, mais renseignement aussi, n'oublions pas le renseignement sur le terrain, d'ailleurs qui s'est amenuisé dans certaines zones qui ont été rendues désertes des populations, et donc justement, eh bien, on le voit sur le terrain, il y a moins d'informations, mais ils ont toujours des informations. Les colonnes de blindés légers des forces spéciales qui escadronnaient au nord d'Izium, elles étaient accompagnées de civils, comme les colonnes américaines en août 1944 en France, quand ils ont libéré Paris, la 2e DB, il y avait des civils qui leur disaient « passez pas par là, on a vu qu'il y avait un bouchon, passez par cette rue-là ». C'est un renseignement aussi important celui-là, et surtout ce qui est important, c'est la méthodologie pour exploiter toute cette masse documentaire qui est donnée par une guerre connectée. Avant, on avait du mal à trouver des renseignements sur l'ennemi, maintenant on en a trop. Donc il faut savoir l'exploiter, la trier et l'utiliser à bon escient. En fait, c'est un petit peu ce que je faisais à la sécurité civile quand j'ai quitté l'armée. Pendant 4 ans, j'ai été en charge de la veille opérationnelle des médias sociaux au centre opérationnel de gestion interministérielle de crise. Donc cette habitude de collecter des milliers de tweets, de messages, de les trier, de les mettre en valeur avec une communauté, en fait c'était mon travail pendant 4 ans. Et c'est pour ça qu'on a appliqué ces méthodes sur la guerre en Ukraine. Et effectivement, la population est un capteur. Et ça, c'est super intéressant, c'est très novateur, même si effectivement c'était en Syrie dans une moindre mesure. Mais là, ils ont transformé des applications officielles pour en faire des systèmes de remontée d'informations. C'était absolument extraordinaire ce que les Ukrainiens ont réussi à faire. Les Ukrainiens de chez Uber, qui bossaient chez Uber, qui sont revenus pour mettre à disposition leur capacité. Quand vous êtes avec un Uber, vous appelez le Uber autour de vous. Et bien là, maintenant, ils mettent ça pour l'artillerie. Le gars, il désigne, il y a un truc à casser là, et le système va retrouver quelle est la pièce d'artillerie qui est autour, qui va être la meilleure pour taper. Un truc de dingue. Donc, c'est-à-dire qu'un soldat peut être un capteur pour un artilleur qui est loin derrière. Et puis, en dehors de ces observations par satellite, parce que alors, très clairement, l'armée américaine n'est pas du tout impliquée. Le renseignement, oui, mais il ne faut pas croire que les Russes, ils trouvent cette excuse de dire on est en train de perdre face à des soldats génétiquement modifiés, etc. Parce qu'ils le disent, ça. Mais la réalité, c'est que c'est uniquement du renseignement, les images satellites, mais également les capteurs, notamment en guerre électronique. Moi, j'étais dans un avion qui s'appelle Atlantique 2 dans l'armée française, où on va capter les radars autour de nous. Le fait qu'on ait en permanence des drones, des RQ, etc., qui sont sur la mer Noire, des P-8 Poséidon, etc., des avions de guerre électronique, des RC-135, tous ces avions captent les radars. Si jamais le radar russe est éteint, quand les Ukrainiens ont fait l'offensive, ont fait l'attaque, le raid sur Belgorod le 1er avril, je suis convaincu qu'ils savaient que les radars russes étaient éteints à ce moment-là. On ne peut pas imaginer qu'ils aient fait cette offensive avec des radars russes qui étaient fonctionnels. Peut-être qu'1 heure par jour, il faut que les Russes, je sais pas, rechargent leur radar ou le rebootent, j'en sais rien. Je suis persuadé que peut-être les Américains, peut-être les Ukrainiens eux-mêmes, ils savaient à quel moment c'était le moment pour passer. Les Ukrainiens savent forcément à quel moment les avions radars, les AWACS russes sont en vol. Ils ont leurs propres capteurs, peut-être qu'ils ont les capteurs américains, mais avec tous les moyens qui sont déployés. Et donc, quand les Américains disent « c'est bon, il y a l'avion radar russe qui est posé, c'est le moment de faire ton raid ». Et donc, je suis persuadé qu'ils savent à quel moment les radars et donc la défense aérienne et donc les raids russes vont arriver. Typiquement, vous savez, même les missiles tirés depuis l'épaule, quand vous tirez les missiles refroidis, c'est-à-dire qu'il y a un avion de chasse qui m'arrive dessus, je ne peux pas juste sortir et tirer comme si c'était une Kalachnikov. La tête thermique doit être refroidie pour pouvoir accrocher une cible qui est chaude. Donc il faut un préavis de 15 secondes avant de tirer. Mais ce préavis de 15-20 secondes, en gros, un avion de chasse qui vole très bas, il est là, 3 secondes après, il est passé. Et donc, a priori, ils ont même les informations quand les avions de chasse russes ont décollé, qui vont dans telle zone, donc ça vaut le coup pendant un quart d'heure, tous préparez-vous avec vos lance-missiles sur l'épaule. Donc il y a aussi cette information qui va aller jusqu'aux gars sur le terrain qui vont se préparer à voir un avion de chasse arriver devant eux. Donc ça c'est évidemment extraordinaire. Donc il n'y a pas que les satellites, effectivement ils en ont plein, et on en a 3, on est content. Ils en ont plein, mais en plus il y a les radars, il y a les photos satellites civiles, et on achète en open source des images invraisemblables. On peut compter même les charniers. On savait tout avant la guerre, on savait combien il y avait de Russes, à quel endroit, où étaient. On savait tout ça. Donc j'imagine les Américains et les Ukrainiens, à quel point ils sont bien renseignés, et tant mieux. Effectivement, c'est un atout majeur dans leur guerre, c'est clair. Oui, mais le ciblage des PC de commandement, oui, dans les hôtels, il y en a encore chaque jour avec les HIMARS, mais même avant. Juste pour insister, on sait depuis la Syrie. En Syrie, il y avait des réseaux d'écoute
des communications qui permettaient d'identifier même chaque pilote. C'est-à-dire que les Syriens sont capables d'identifier chaque pilote russe qui a bombardé un hôpital, une boulangerie, un camp de réfugiés, un marché, avec les drames humains. Donc ça, on le savait déjà à cette époque-là. Et donc, ils ont utilisé vraiment la Syrie, c'est la matrice de ce qui se passe en Ukraine, dans le pire comme dans le meilleur. Et la deuxième chose, c'est que n'oublions pas aussi l'aide de Starlink, parce que tous ces éléments-là, notamment tous ces capteurs, les micro-capteurs disséminés dans toute la population, qui s'est unanimement et spontanément, alors unanimement peut-être pas, hein, je ne veux pas idéaliser, mais spontanément en tout cas, sont en grande partie préoccupés de signaler tous les mouvements et positions des forces d'occupation dès l'invasion quasiment, eh bien ça ne peut se faire que si vous avez les VPN et si vous avez les connexions. Et donc là aussi, l'apport de l'aide Starlink, et avec même un des satellites du réseau qui a été directement donné, je crois, aux Ukrainiens, il me semble, enfin, il y a attribué. Donc il y a ces éléments-là qui sont aussi bien que le reste. Et enfin, l'échec de la guerre électronique russe par rapport à ce qu'on a connu en 2014-2015, où ils avaient à l'époque monté des actions, par exemple en adressant des SMS dans la zone à tous les soldats ukrainiens, des SMS pour leur dire on t'a trouvé, etc. Et c'est toujours très... quand vous avez le téléphone et que d'un coup vous recevez un SMS de l'ennemi alors que vous êtes planqué, bon, ça peut être un peu stressant et démoralisé. Et bien là, tous ces éléments-là n'ont pas eu lieu. Mais ça, c'est dû au choix de l'invasion, du plan d'invasion initial qui ne prévoyait pas ce type de construction. Parce que pour construire ce type d'opération, il faut un front figé, il faut des opérations un petit peu montées. Et juste pour les officiers qui ont été tués, du coup j'ai regardé parce qu'il y a un compte, encore une fois en source ouverte, juste avec les cérémonies, etc. Ils ont identifié 1210 officiers russes tués en Ukraine, dont 35 colonels, 243 capitaines, etc. Donc on a forcément des renseignements pour être aussi efficace, pour viser des généraux de ce niveau-là. Donc voilà. Et accessoirement, pour parler des pertes, il y a souvent un ratio, qui était le même en Syrie, qui était le même en Tchétchénie, d'à peu près 25 soldats par officier tué. Donc quand on est à 1200, juste pour ce qu'on peut identifier en source ouverte, on sait que les Russes, contrairement à ils disent on a perdu 5000 hommes, on sait qu'au bas mot, ils en sont au moins à 30 000 morts aujourd'hui et des milliers de prisonniers. Donc là, sur les chiffres aussi, c'est important. Les Ukrainiens ne doivent malheureusement pas être beaucoup mieux lotis, même s'ils sont certainement un petit peu de moins de morts. Mais les chiffres aujourd'hui, on parle quand même sur une guerre. En termes militaires, on est au moins sur 55, 60 000 morts et c'est pas fini. Et en termes de civils, c'est assez difficile, mais a priori, du côté ukrainien, on sait que notamment sur Mariupol, il y avait le responsable de la morgue de Mariupol qui a fait une interview sur Télé Dnipro, quelque chose comme ça, et lui, il disait qu'il y avait 110 000 morts 113, ouais, sur Mariupol, 86 000 qui étaient identifiés et 24 000 dont ils n'avaient pas réussi à retrouver à qui ça correspondait. Donc on est sur une guerre, parce qu'on parle beaucoup de matériel et Enfin, on va avoir encore des dizaines de milliers de morts qui vont être identifiés dans les prochains mois. Et l'hiver, parce que finalement, quand on regarde même l'Afghanistan, l'Irak, etc., il y avait plus de morts sur la suite de la guerre, par l'effondrement sanitaire, par le manque de chaleur, par la nourriture, etc., que dans les opérations militaires elles-mêmes. Et ça aussi, c'est un élément qui est absolument fondamental. J'ai pas l'impression qu'on en prenne conscience. L'hiver arrive, ils n'ont pas de gaz, ils n'ont pas d'eau chaude, ils n'ont plus d'électricité, et je sais pas exactement s'ils ont pu faire leur récolte normalement pour cet hiver, quoi. Si au niveau des récoltes, c'est bon. C'est au niveau énergétique et au niveau du chauffage que ça va être très dur. Monsieur ? Oui, est-ce que vous pouvez dire un mot pour compléter ce que vous venez de dire sur l'éventuelle implication de forces spéciales sur le terrain? C'est une première question. Et deuxième question, c'est non ukrainienne. Oui, non ukrainienne. Occidentale, autant, voilà, mais pas sous uniforme, etc. Deuxième question, c'est si on se projette au 30 septembre ou au 3-4 octobre, annexion des territoires. Zelensky a déjà dit que les référendums étaient signifiaient la fin de toute négociation possible, donc les combats vont continuer. Que fait la Russie? Elle déclare la guerre en direct à l'Ukraine, puisqu'elle a déjà commencé à mobiliser, donc on est déjà dans une phase de guerre. Ça ne changera rien, mais voilà. Mais avec une surenchère, puisque c'est ce que vous avez décrit pendant toute cette présentation, où en fait on va plus loin. Mais ce qui m'intéresse, c'est plus quels seraient les plans militaires des Ukrainiens. Est-ce qu'on peut déjà avoir des éléments pour se dire est-ce qu'ils vont continuer à Kherson et c'est vraiment le deuxième point, ou est-ce que finalement ils vont essayer de tenter une percée vers Mariupol
pour casser la bande, tout en poursuivant la percée au-delà de l'oxyle. Alors, juste pour votre dernière question, donc pas de prospective, bien évidemment. Depuis le début, on dit qu'ils vont attaquer aussi vers Mélitopol. Voilà. Donc le front, ce que j'appelle le front sud, entre le Dnipr et Donetsk, en fait. Le problème, c'est que jusque-là, les Russes ont conservé une concentration. C'est-à-dire que même quand ils ont fait affluer des forces dans la tête de pont de Kherson, après l'annonce officielle de l'ordre donné par le président Zelensky au général en chef Zalouzny de reprendre conquérir la tête de pont de Kherson, 10 juillet, publié au journal officiel, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Enfin, vous imaginez le niveau, et ils sont tombés dedans. Et une fois qu'ils ont passé le fleuve, on a fait sauter les ponts. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en plus des cris comme ça, vous êtes quasiment dans un dessin animé. Bon, il y a des morts, hein, mais c'est voilà, ou Tex Avery. Enfin, je sais pas. Bref. Mais ils ont toujours conservé une position des forces importantes, justement pour couvrir à côté de la centrale nucléaire, c'est-à-dire le long du Dnipr, mais à l'est du Dnipr. Donc Zaporozhye. Voilà. Donc attaquer là, c'est toujours très compliqué, même si en effet vous avez un terrain, à un moment donné, il y a un segment de terrain qui peut être intéressant, mais après, bon, Mélitopol jusqu'à Mariupol, c'est pas toujours évident. Alors je n'en sais rien. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, si les Russes veulent reconstituer un front sur la Krasna, même pas ou l'Aïdar, ou le Skil, je répète, c'est mort, voilà, du Donbass, ils vont devoir retirer des forces d'un autre endroit. Kherson, ils ne peuvent pas, il y a un léger problème de passage du Dnipr qui ne va pas s'améliorer avec l'automne. Donc, ils ne vont pas pouvoir rameuter des forces. Bon. Donc après, il va falloir qu'ils les trouvent ailleurs. Je parle de forces constituées, je ne parle pas de conscrits, qui d'ailleurs sont beaucoup envoyés pour redonner un peu de corps à des unités qui sont réduites à l'état d'effectifs squelettiques. D'ailleurs, au passage aussi, on s'est trompé sur l'évaluation des forces initiales. Hein. Les groupes tactiques russes, qui étaient évalués entre 900 et 1000 hommes, en réalité, les chiffres des documents pris par les premières semaines, à l'époque où les Ukrainiens les publient encore sur les réseaux, parce qu'aujourd'hui, ils les gardent pour eux quand ils prennent un état-major ou un bataillon de commandement. Il y a toujours les documents avec les ordres de bataille. Les militaires adorent produire du papier pour se compter, parce qu'ils ne savent jamais combien ils sont, ce qui est tout à fait logique. Hein. On ne sait jamais le nombre exact de personnes qui travaillent à un endroit donné. Enfin, bon, ce sont des flux, c'est normal. Bon, donc ils se passent leur temps à se compter. Et tout ça, ça laisse des traces. Donc quand vous prenez tous ces papiers, c'est du pain béni. Eh bien, on a des effectifs de groupes tactiques d'unités aéroportées qui sont à 400-500 hommes. C'est-à-dire que les blindés qui transportent 900, on a fait une étude très complète là-dessus à l'Institut Action Résilience, qui est un peu datée maintenant, et qui montre bien qu'en réalité, on a surévalué les effectifs. Ce qui explique plein de choses, les images de blindés vides au début, en disant mais ils ont des colonnes complètes de blindés vides. Bah, c'est juste que quand ils ont besoin d'un travail d'infanterie débarqué, bah, il faut que l'équipage y aille aussi. Donc l'arme de soutien, la radio, la com, le support, tout l'équipage s'en va et laisse le véhicule blindé. Et si y a un problème et qu'ils ne peuvent pas revenir, eh ben les Ukrainiens saisissent comme ça des blindés avec les clés sur le contact quasiment. C'est pas par clé, donc ça ne marche pas comme ça. Mais en attendant, on avait ces images-là au début qui étaient assez impressionnantes. Donc on a une surévaluation des effectifs initiaux qui s'explique tout à fait par la corruption généralisée. C'est tout. C'est-à-dire qu'on est sur une armée Potemkin avec des process de corruption, c'est-à-dire qu'on déclarait 900, on touchait la paye et puis on en reversait que 500. Enfin, c'est ça, hein, c'était vraiment à ce niveau-là. Mais ça veut dire quoi? Quand vous avez des véhicules avec 3 hommes d'équipage et 8 PAX et qu'en réalité ils sont que 5 en tout, ben, quand il faut débarquer, ils sortent les 5, y compris les gens qui devraient rester dans le véhicule pour opérer la tourelle, la radio et le commandement et éventuellement la MEDEVAC s'il faut. Bref. Donc, pour revenir sur la prospective, tout est possible à une armée qui est sur une spirale ascendante, qui a créé un cercle vertueux de la victoire, qui a l'ascendant moral aujourd'hui parce qu'elle a vaincu cette espèce de plafond de verre de dire on peut vaincre les Russes, hein, et qui a l'initiative. Et en plus qui se renforce, c'est-à-dire qui reçoit toujours ce flot d'unités formées dans les bases en Pologne, en Allemagne, au Royaume-Uni, même en Espagne, j'ai vu. Tout ce flot d'unités formées qui se constitue progressivement, tout est possible. Donc, en effet, il est possible. Après, il y a 2 choses. Un, chaque opération est montée très minutieusement pour économiser des vies. Mais 2, il y a la nécessité de remporter le plus vite possible cette victoire militaire. Ils sont pris entre 2 feux par le temps. Et justement, Vladimir Poutine le sait, puisqu'il accélère des choses pour leur imposer d'agir le plus vite possible et de commettre l'erreur.
Mais j'irai pas plus loin, mais politiquement, pour moi, l'annexion, elle n'était que juridique pour permettre à des hommes, parce qu'ils ne pouvaient pas envoyer des conscrits à l'étranger. Si maintenant c'est devenu la Russie, ils peuvent les envoyer. Donc c'était aussi juridique de pouvoir les envoyer à l'extérieur. Mais après, sur le terrain, ça ne changera absolument rien. Et, oui, oui. Ah oui, mobiliser localement, effectivement, la population, mais qui est déjà quand même largement mise à partie. Les mineurs de la mine de... Je crois que c'est dans le Luhansk, je ne sais plus laquelle région, ils ont été à 100% raflés pour partir au front. Et ils se sont tous rendus d'ailleurs assez rapidement derrière. Donc on a aussi un nombre de prisonniers qui sont en fait des Ukrainiens qui n'ont pas eu le choix, des malgré nous on va dire, qui sont quand même en grand nombre de ce côté-là. Oui, mais ça ce sont aussi des populations qui sont concernées depuis 2014. Oui. Mais si jamais les populations des oblasts de Kherson ou Zaporizhia étaient mobilisées, là pour le coup ça pourrait poser encore plus de problèmes à l'armée russe. Des problèmes de loyauté, des problèmes de motivation. Et aussi potentiellement des problèmes de trahison. Ce sont des problèmes qui existent dans l'histoire militaire soviétique depuis très longtemps. Il faut savoir qu'avant 1941, les officiers soviétiques se gardaient la nuit de leurs propres hommes, notamment après les purges. Donc je veux dire, ça c'est des problèmes qu'ils savent gérer, malheureusement. Après, ça fait beaucoup de redditions, comme vous le disiez, ça fait beaucoup de redditions. Je reviens sur la question de la victoire. Il y a la reconstruction de l'Ukraine et il y a aussi la reconstitution d'une unité nationale avec des terres qui ont vécu une autre histoire pendant 8 ans et qui ont subi ce lavage de crâne, ce bourrage de la propagande, mais aussi ces bombardements, avec les drames humains à ce niveau-là aussi. Donc là aussi, c'est important. L'Ukraine a un défi, c'est ramener dans le giron des populations qui en ont été écartées par la force au départ et ensuite simplement par le poids du temps. Et croyez-moi, pour un pays qui a eu les pires difficultés à réintégrer l'Alsace-Moselle, ce n'est pas un défi simple, mais là nous pourrons vous aider en vous évitant de refaire les erreurs que nous avons commises en 1918 par exemple. Eh bien, à moins que Xavier vous vouliez compléter, non? Mais je pense que... Ouais, très bonne conclusion et qui s'inscrit vraiment en plus dans ce dynamisme de l'Ukraine post-Maïdan qui donc a réussi une première fois à lutter contre les incursions russes et puis à se consolider et quand même à se réformer, quand même à se moderniser et aussi à assurer une transition politique pacifique en 2019. Donc c'est quand même beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en compte quand on pense à ce pays et quand on pense au futur de ce pays. Il n'y a pas que des néo-nazis ? Attention, on est sur YouTube. Peut-être une dernière question. Cédric Mas disait que l'Occident est le maillon faible de la victoire ukrainienne. Les opinions publiques, encore mieux. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé et je pense que c'est important de le mentionner, c'est les sanctions sont très importantes. C'est grâce aux sanctions que Kiev n'est plus bombardé, parce qu'il n'y a plus de missiles de précision. Et régulièrement dans les médias français, on a des journalistes économiques qui viennent vous expliquer aux 20h de TF1 que surtout les sanctions ne servent à rien et qu'il faut absolument les arrêter. Qu'ils aillent investir en roubles leurs économies. Et je renvoie d'une manière complètement corporate à un dossier très fourni que la Libre Belgique a publié le week-end dernier. Mais je m'arrête là. Je reviens sur... Très clairement, alors, juste sur le côté militaire, en tout cas, l'approvisionnement en pièces détachées qui permettait de faire des missiles, de faire des armes, les optiques, c'est pas pour rien que jusqu'en 2014, les Russes, ils reposaient sur des entreprises, notamment françaises, pour les pods des Sukhoi 30, sur les optiques de leurs chars T-72 modernisés Aubert 2016. Ils savent pas faire. Ils savent pas faire. Même après 2015, il y a encore des optiques de tir bien sûr. Français, fabriquées par des entreprises françaises que je ne citerai pas. Ah mais on peut le dire, mais Thales, avant 2014, tout ce qui a été signé avant 2014, ils ont été obligés de continuer leur contrat même après 2014. Ils ne pouvaient plus signer de nouveaux contrats, mais ils avaient des années de contrats à honorer. Et donc malheureusement, effectivement, ils ont continué à leur fournir des armements pendant très longtemps. Mais ce qui fait aussi que les Russes ont essayé de développer. Et par exemple, c'est assez pertinent d'ailleurs, quand les Russes essayent de vendre des Sukhoi 30 à la Malaisie, ils n'essayent pas de vendre leur pod, ils disent « et vous avez le droit de mettre le pod de Thales en dessous ». Parce que le pod Thales est meilleur que le pod russe. C'est-à-dire que les avions de chasse vendus par la Russie à l'étranger avec les équipements fournis par Thales ou plein d'autres sont de meilleure qualité que ce qu'arrivent à faire les Russes eux-mêmes, pour eux-mêmes. Quand ils voulaient vendre des Sukhoi 35 à l'Indonésie, c'était pareil.
on vous propose de mettre du matériel standard OTAN à l'intérieur parce qu'il est meilleur, l'avionique, etc. Ils n'ont pas de fusion de données sur le Sukhoi 35, qui est l'avion ultime de la part des Russes. Donc il faut bien se rendre compte qu'effectivement, les sanctions d'un point de vue militaire ont totalement stoppé la capacité des Russes à produire des systèmes de défense aérienne, à moderniser leurs tanks. Il manque même de roulement à billes. Même les nouveaux billets de banque russes qu'ils étaient censés sortir, ça reposait sur une société, je ne sais plus, finlandaise, mais qui n'est pas venue, donc ils ne pouvaient pas mettre les nouveaux billets de banque dans les distributeurs. Donc la Russie, elle a un vrai problème. Moi, je connais le côté militaire, mais sur les hélicos, les avions, les tanks, etc., ils sont à plat et ils ne produisent quasiment plus rien parce qu'effectivement, ils reposent sur une chaîne d'approvisionnement qui est largement basée en Occident, notamment en Europe, en Amérique du Nord. Et ils essaient de remplacer par la Chine, mais du coup, ils utilisent des composants qui sont les mêmes que sur des micro-ondes, que sur des fours, etc. Donc tant mieux si ça marche, mais c'est aussi pour ça que les missiles de précision non plus sont pas précis. Il n'y a que pour les lave-linges où là, a priori, ils vont avoir un bon... Enfin, ça fait rire, mais c'est nerveux, on est d'accord. Hein, ça donne beaucoup de perspectives et aussi beaucoup de confiance dans l'avenir à l'approche de l'hiver. Je suis revenu sur la première slide, donc n'oubliez pas, si jamais vous le souhaitez, de faire un don pour United 24, pardon. Et j'en profite aussi pour m'excuser auprès de nos utilisateurs YouTube, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le live, mais on n'a pas pu répondre à toutes. Donc si jamais nos intervenants veulent plus tard revenir sur la page YouTube et répondre aux questions par après, évidemment, vous y êtes bien les bienvenus. Et sur ce, je vais vous remercier vous, et vous remercier évidemment vous, le public, de votre attention, de votre question et de votre curiosité. Une très bonne soirée.